Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous donc pour une soirée où on va réfléchir sur comment on écrit un livre et surtout avoir des retours d'expérience. Donc je suis super content parce qu'on a quatre personnes avec une bonne expérience dessus, donc avec des expériences assez variées, que ce soit l'auto-édition avec un éditeur ou de co-écriture. Donc ce que à la limite je vous propose c'est qu'on fasse un tour de table. Eh ben, ça me va. Pendant qu'on fait le tour de table, peut-être on peut vous inviter à commencer à poser vos questions dans le chat. Surtout, mettez plein de questions, soyez pas très clairs, mettez-le en plein de messages pour que Florent galère à vraiment nous restituer ça d'une manière simple. N'hésitez pas vraiment à spammer les questions. On est d'accord que nous, on voit pas les questions, donc c'est à lui de tout nous remonter, c'est ça? Ouais, tu peux, mais c'est perturbant souvent d'avoir le chat sous les yeux, surtout si Gauthier est dans le coin. Donc c'est mieux de laisser Florent gérer ça. Euh, Ah, mais oui, ouais, je t'ai coupé. Vas-y, faisons un tour de table. Quelqu'un veut débuter ou je désigne? Moi, je propose Colin, hein, il était bien parti. Bah allez, Colin. Bonsoir, je m'appelle Colin Damon, je suis développeur et j'ai écrit Itération productive. En août il a été publié en août l'année dernière. C'est un petit livre. Et je passe la main à Nas. Ok, c'est parti. Donc oui, moi c'est Nastasia. Du coup, j'ai publié plusieurs choses. J'ai tenté une fois l'auto-édition, mais c'était pas, je pense, dans mon cas, une réussite. Je trouve que c'est très exigeant. On pourra en reparler. Et j'ai publié 2 livres techniques aux éditions Eni sur un obscur framework dans la data et un livre plus de vulgarisation sur l'IA. Et je passe la parole à Emilien. Merci, moi je m'appelle Emilien, j'ai été dev, ça me fait toujours bizarre de dire ça parce que je me vois toujours comme un dev, mais techniquement, il faut bien que j'accepte que je ne développe quasiment plus. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le dev et j'ai fait ça de 2009 à 2018. Et depuis 2018, avec Florent, on a lancé une startup qui s'appelle Super Indep et qui accompagne les auto-entrepreneurs dans la gestion de leur auto-entreprise. Et en 2019, j'ai écrit Code Freelance parce que je me suis dit que c'était super cool de partager cette expérience de comment on était devenu freelance. Alors, notamment avec Florent et Clément, on s'est lancé vers 2013, Florent un petit peu avant. Et comme j'ai trouvé ça vraiment génial, que j'ai trouvé que c'est une super façon de s'épanouir, je me suis posé la question de comment partager ça à un maximum de monde. Et je me suis dit qu'un bouquin, c'était un bon média pour ça, pour essayer de partager tout ce qui pouvait être cool et moins cool dans le freelancing en tant que dev. Et donc, je passe la parole à Marie. Donc moi, je m'appelle Marie-Alice Blett. Je suis dev aussi. J'ai fait pas mal de Java, une dizaine d'années de Java, et après, j'ai basculé sur le Python parce que je suis passée du côté de l'IA. Et là, actuellement, mon expertise, c'est vraiment l'intégration de LLM, faire le lien entre data science et dev. Et j'ai écrit un livre, Developing Apps with GPT-4 and ChatGPT. Donc, je l'ai écrit en anglais. Une première fois en 2023 et après j'ai refait une édition en 2024. Donc là c'est la deuxième là, que j'avais sous la main. Pour info, je vous ai mis les références des livres dans le chat. Achetez nos livres. On adore l'argent. Ouais, si tu veux lancer sur ce sujet, on écrit un bouquin pour devenir riche, c'est ça, hein. Ah, et franchement, commençons par ça. Traitons ce sujet en premier. Il est bien ce sujet. C'est la première question que tout le monde se pose, je pense. Ah, et ben moi, j'ai l'impression que ça commence à se savoir. Parce que je dis, c'est pas rentable comme business model, et tout le monde me dit, oui, on sait, c'est pas le truc le plus rentable. Alors, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, il y a mieux comme business model. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir avoir les chiffres sous les yeux.
Donc j'ai vendu 167 copies d'itération productive pour un total de 3174,65 € bruts de chiffre d'affaires. Attention, c'est du chiffre d'affaires. Et après, je sais pas, ça passe dans un tas de calculs bizarres auxquels je ne comprends rien parce que j'ai délégué ça à Emilien. Comment ça arrive sur ma boîte, voilà. Mais du coup, vu le travail que ça implique, moi, en ce qui me concerne, pas un très bon business model, en tout cas en termes de ROI direct. Et après, ben, je vous laisse partager. Ouais. Je peux renchérir en disant qu'effectivement, c'est rarement pour ça qu'on le fait. Et pour le coup, quand on est en maison d'édition, alors généralement, on arrive à vendre plus, mais on gagne moins sur les livres. Donc voilà, faut le savoir, c'est encore plus bas qu'imaginer. Je sais que j'avais aussi fait des calculs et je crois que je dois être à 1 € le livre vendu, qui est vraiment pas beaucoup. Et quand j'avais regardé au taux horaire, il fallait au moins diviser le SMIC par 3, quoi. Voilà. Je peux compléter ce que tu dis parce que comme toi, je suis en maison d'édition. Moi, mon livre, je l'ai écrit avec O'Reilly. On gagne, donc sur les livres papier, on gagne 10%. Non, attendez, j'ai un doute là. On gagne 10 ou 20%. En tout cas, moi, c'est divisé par 2 parce que j'ai un co-auteur que j'ai pas cité, il faut absolument que je dise son nom, c'est Olivier Kaelen, parce que j'aurais pas pu écrire ce livre sans lui. Donc voilà, je crois que c'est 10% et c'est divisé par 2. Et donc pareil, ça fait moins d'un... Alors moi, je suis payée en dollars, donc ça fait moins d'$1. Faut ajouter la conversion, les frais bancaires, les impôts. Sur les livres papier, c'est peanuts. C'est peanuts. Par contre, O'Reilly, ils font aussi des livres... en fait, on peut les consulter, on peut les acheter en format numérique. Et là, c'est plus élevé. On gagne 40% divisé par 2, donc c'est 20% de revenus, donc c'est plus intéressant. Et par contre, là où je gagne beaucoup plus d'argent, finalement, c'est sur les consultations en ligne, sur la plateforme O'Reilly. En fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait un... Enfin, quand je dis beaucoup plus d'argent, c'est entre guillemets. Mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une visite, quelqu'un qui a un abonnement à la plateforme O'Reilly, qui va regarder des pages de mon livre, je vais gagner de l'argent. Et là, par contre, là, c'est obscur. Je ne sais pas comment est fait ce calcul. Je crois que c'est au nombre de pages vues. Et pour moi, ça, c'est clairement le plus rentable vis-à-vis des livres papier, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même plus sympa de livres papier. Yes, bah voilà, je pense que tout a été dit, c'est clairement pas rentable. Et pourtant, je pense que je vais en écrire un autre. Donc on pourra en parler aussi. En fait, c'est plus un passe-temps comme un autre. Voilà, c'est de la même façon que si vous tenez un blog, en général, vous ne le faites pas pour l'argent, ni même pour la gloire, mais juste parce qu'en général, vous avez des trucs à partager et que bah, vous cherchez la meilleure façon de le faire. Et là, c'est exactement la même chose. Moi, depuis 2019, j'ai vendu un peu plus d'1 millier d'exemplaires. Comme je suis en auto-édition, pour le coup, effectivement, je touche beaucoup plus, à savoir 6 € par livre. Mais bon, vous voyez bien que même avec ça, sur 5 ans, c'est toujours pas un business model, quoi. Donc, voilà. Mais par contre, c'est vrai que, bah, d'ailleurs, Colin, toi, t'étais passé par The Book Edition aussi, ou t'étais passé par une autre... Je suis Non, chez t'étais passé par une autre plateforme, je crois. Bookelis. Ah oui, Bookelis, c'est ça, ouais. Donc voilà, en gros, effectivement, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris ce point-là, en fait, quand tu veux publier un bouquin, bah, tu as 2 solutions. Soit tu vas avoir un éditeur qui a pignon sur rue, voilà, Aurélie ou autre, qui du coup ont déjà toutes les maisons, enfin qui savent comment le distribuer, qui ont toute la force de vente, qui vont vraiment vous accompagner aussi. Enfin, d'ailleurs, ce sera intéressant que vous en parliez, parce que je pense qu'il doit y avoir un accompagnement aussi dans la conception, sur comment vous structurez ce que vous mettez dans le livre. Alors que pour le coup, quand vous êtes en auto-édition, c'est open bar, il n'y a pas vraiment de vérification. Vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où ça respecte voilà, où vous mettez des images qui respectent bien le format qui est demandé. Après, vous publiez tel quel. Et si c'est mal fait, bah, votre livre ne ressemble à rien, quoi, tout simplement. Et après, c'est à vous de vous débrouiller pour qu'il y ait des gens qui l'achètent.
Et donc ça explique pourquoi forcément on touche, certes on touche plus, mais en pratique en général on en voit beaucoup moins, sauf si on est déjà une superstar, mais a priori c'est pas le cas de Colin ou de moi. Moi, Bookily, s'ils te permettent de faire les deux, derrière, je peux le distribuer dans le réseau Hachette, si je veux, c'est un clic dans mon compte. Et oui, effectivement, là, je touche tout ce qui est la différence entre le coût de fabrication et le prix de vente, qui doit être 19 € quelque chose dans mon cas, de différence. Et si je passe dans le réseau Hachette, je crois que je touche 15% du prix de vente. C'est quelque chose comme ça. Mais du coup, il est distribué partout. Oui, on pourra discuter des choix de ça. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, des choses, parce que moi, je me retiens à pas trop parler. Si vous êtes habitué de cette chaîne, vous savez que j'ai tendance à beaucoup parler. Et donc, vous imaginez bien que là, on est 5, on peut parler 2 heures sans aucun problème. Mais n'hésitez pas à nous guider, à nous diriger sur les sujets qui vous intéresseraient plus, qu'on rentre pas dans un rabbit hole sur un sujet qui est pas forcément très intéressant. Du coup, j'aimerais rebondir parce que Emilien disait justement avec une maison d'édition, il supposait sur le fait que vous êtes plus encadré et tout ça. Ce serait intéressant que du coup vous fassiez le retour par rapport à ça. Ouais, alors plus encadré, c'est bien que tu aies utilisé ce mot-là parce que je trouve qu'il est assez neutre et qu'en fait ça a des points positifs et des points négatifs, je dirais, d'être encadré par une maison d'édition. Moi, typiquement, mon premier livre, en réalité, je me suis jamais levée un matin en me disant je vais écrire un bouquin sur Spark, voilà, comme je disais, un framework obscur de la data. Mais en fait, ça a carrément été une demande. Comment on appelle ça? Une commande, exactement. Donc, j'étais déjà en relation avec cette maison d'édition et ils m'ont dit est-ce que ça te dit d'écrire un truc sur Spark? Et en fait, moi, j'étais très excitée par l'idée d'écrire un livre. Spark, je connaissais, donc du coup, je me suis lancée. Mais en vrai, c'était pas le rêve de ma vie. Et en fait, on a beaucoup travaillé ensemble la table des matières, les premiers chapitres pour voir comment on racontait les choses, en fait. Donc oui, c'était quand même assez structuré. Pour le deuxième, j'ai quand même été beaucoup plus libre parce que c'était ma proposition. Mais malgré tout, il y a des corrections, il y a des retours, on n'est pas toujours d'accord. Parfois, c'est de la négo. Mais oui, à la fois, moi, j'aime bien parce que je trouve que ça permet d'avoir un regard critique, un supplémentaire, parce que généralement, on a eu des relecteurs sur ce qu'on a fait. Et en même temps, des fois, oui, on se sent parfois un peu contraint. Je sais pas comment tu le vis, Marie-Alice, mais pour moi, il y a du positif et du négatif là-dedans. Alors c'est assez rigolo parce que moi aussi c'était plus ou moins une commande. C'est c'est un peu un peu même expérience que toi. Sauf que le sujet c'est moi qui l'ai choisi. Au niveau encadrement, je pense que je suis pas tout à fait, ça s'est pas tout à fait passé pareil par contre. En gros, nous avec mon co-auteur, on a proposé une trame. Voilà, on avait en fait il y a un format bien spécifique comme pour un CFP, sauf que c'est un proposal pour un livre et donc on doit dire voilà, ça sera ça le sommaire et dans chaque chapitre on va parler de ça. Et une fois que ça a été validé, en fait on a été vraiment en autonomie sur la partie pour écrire le contenu. On a dévié, au fur et à mesure de l'écriture, on a dévié du sommaire parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues ou finalement on voulait explorer plutôt un sujet qu'un autre. Ça n'a pas posé de problème, on a continué là-dessus. Par contre, vraiment là où pour moi, la grosse différence, c'est qu'on a eu un nombre de relectures impressionnant. On a eu un premier relecteur qui nous a aidé sur les formulations de phrases, sur la partie anglais, etc. On a eu trois relecteurs techniques qui, pareil, ne vont pas changer la structure du livre, mais en fait font des commentaires sur là, je pense que ça mériterait d'être détaillé, ça, t'es sûr de ce chiffre, voilà, ce genre de commentaires-là. Ensuite, on a eu encore un relecteur, un copy-éditeur, et donc là, lui, par contre, cette personne-là, les 2 fois, elle a reformulé à peu près toutes les phrases. Et après, il y a surtout énormément de relectures sur la partie layout. Donc en fait,
on a proposé des figures qu'on a dessinées un peu à la main levée voilà, assez basique, et il y a des graphistes qui ont repris ces figures. Toutes les figures ont été numérotées, toute la partie, on va dire, un peu pénible a été faite par quelqu'un d'autre, et donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis vraiment, au final, je pense qu'il n'y a pas une phrase du livre qui n'a pas été transformée. Sachant qu'on a quand même on avait la main du début à la fin, en fait. Il n'y a jamais, au moment, c'était quelqu'un qui faisait une remarque, qui proposait une correction, on avait toujours possibilité de dire non. Enfin, voilà, on a vraiment approuvé chaque modification, mais de modifications incalculables, quoi. Pas tout à fait le même process en auto-édition, du coup. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est une question que je me posais parce que j'ai entendu certains auteurs, notamment, qui pouvaient même pas choisir le titre de leur bouquin. Alors vous, en plus, comme c'était une commande, c'était sûrement pas mal guidé aussi. Mais ouais, je sais que des fois, il y a des relations un peu conflictuelles justement entre l'éditeur et l'écrivain, parce que effectivement, on va pas tomber d'accord sur tel ou tel sujet, mais c'est bien effectivement de voir les avantages et les inconvénients, quoi. Bon, dans tous les cas, c'est pas rentable, donc ça change pas grand-chose, mais bon, voilà. Ouais. Je pense quand même que tu gagnes beaucoup plus en visibilité à passer par un éditeur, quoi. Mais, Il y a juste quelqu'un. pour donner. Vas-y, je t'en prie. J'ai juste pour niveau visibilité, c'est vrai que je l'ai pas dit. J'ai pas les chiffres de 2024, mais sur les chiffres de 2023, donc on l'a publié en septembre, donc de septembre à décembre, nous, on a vendu 1000 livres. Donc c'est sûr qu'on n'aurait jamais fait ça, voilà. Et par contre, après, pour la on va dire que c'est pas enfin, c'est pas parce qu'on est chez Aurélie qu'on vend des livres, parce que la deuxième édition qu'on a sortie en juillet de cette année, de l'année dernière, pardon, on a quasiment absolument rien vendu, parce qu'en fait, le marché a changé, il y a beaucoup plus de concurrents, de livres qui traitent du même sujet, il y a beaucoup plus de... Voilà. Du coup, c'est un peu le... ouais, ça garantit pas non plus les ventes. Et c'est peut-être justement, je pense qu'on peut switcher sur une autre question qui est justement sur le temps de rédaction. Combien de temps à partir de l'idée et combien de temps vous avez mis pour écrire? Et notamment, peut-être qu'il y a une question dans le chat qui peut se greffer à ça, c'est quel est le processus d'écriture. Donc on a un peu déjà parlé, mais je pense notamment il y avait des questions sur la fréquence d'écriture. Est-ce que par exemple dans le chat il disait créer 200 pages par semaine ou des trucs comme ça, quoi. Je commence, ça vous va? Vas-y. Sur ça. Donc moi, itération productive, je l'ai globalement écrit en une fois quand j'étais en burn-out. Donc j'étais en congé parce que ça allait pas du tout au travail, parce que je me sentais pas utile au travail. Et donc j'avais besoin de faire quelque chose où je me sentais utile, et je me sentais utile en écrivant. Et donc globalement, ça a été sur une période de 3 semaines qui était je vais me balader, je rentre chez moi, j'écris un peu, je regarde un animé, je vais me balader, j'écris un peu. Voilà, donc je l'ai écrit comme ça. Puis je l'ai envoyé en relecture un peu dans la commu. Puis je l'ai oublié pendant plusieurs mois. Enfin, je l'ai laissé de côté pendant plusieurs mois parce que je savais pas si je le sortirais ou pas. Je me laissais le droit de le jeter. Tous les gens à qui j'envoie en relecture, je leur ai dit. Et puis j'ai décidé plusieurs mois plus tard que j'allais faire le travail qui me restait pour le sortir, parce que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc j'ai fait ça. Après, il y a eu quelques jours de travail. J'avais très largement sous-estimé l'effort d'édition. Très très largement sous-estimé l'effort et la pénibilité de mettre ça dans un livre. Vraiment, c'est pas marrant. Les outils sont pas... Enfin, j'ai pas utilisé les bons outils, moi. Très clairement. Donc voilà. Donc voilà, moi, pour le process. Est-ce que je passe la main à quelqu'un ou est-ce que quelqu'un prend la main? Je veux bien prendre le moi, relais je la prends, si tu veux. Ah bah vas-y. Ouais. Trop tard, vas-y. Vas-y. Ok. Non, mais c'est comme j'avais commencé à parler, comme ça je finis. En plus, moi, c'est assez différent pour le coup, puisque enfin, ça c'est différent. J'écris un peu tous les jours, enfin, je continue d'ailleurs. Le matin, le soir, un peu le midi, ça dépend. C'est surtout le matin pour ma part, mais c'est vraiment très très régulier. Surtout quand j'ai quelque chose à rendre. Et pour le coup, après, ça te ressemble, Colin.
travail de on fait le premier jet. Et ensuite, il y a des corrections, on envoie à des relecteurs, on corrige. Parfois, il y a plusieurs phases de correction. Voilà. Bon, Emilien, je te laisse la place. Ah oui, en fait, je voulais rebondir parce que justement, j'étais de l'extrême inverse, donc je trouvais ça marrant de rebondir là-dessus. Mais du coup, ça marche aussi avec toi. Voilà, je peux vous rassurer sur le fait que vous n'allez pas forcément mettre 1 ou 3 semaines pour écrire un livre. Moi, j'ai mis 3 ans pour écrire 190 pages. Voilà. Moi, mon process d'écriture, du coup, il n'a rien à voir. J'écris le soir. En fait, je produis toujours beaucoup de contenu. Voilà, en ce moment, pour le boulot, c'est beaucoup de vidéos, d'articles, etc. Quand j'étais dev, c'était aussi beaucoup d'articles. Et du coup, dans ce process de création, de temps en temps, j'ai des idées comme ça où je me dis, putain, ça, j'ai vraiment envie d'en parler. Et en fait, c'est vraiment une structure qui apparaît petit à petit. J'ai mon Google Doc qui traîne où je me dis, tiens, ça, faut que j'en parle, tiens, ça, j'aimerais bien le partager. Et comme ça, je le structure petit à petit. Et voilà, et en gros, l'idée a émergé en 2016 où j'ai commencé à stocker comme ça des idées, à écrire petit à petit, à prendre un peu de temps certains soirs pour essayer de mieux formater certains paragraphes, etc. Jusqu'à 2019 où effectivement j'ai vraiment pris le temps justement de faire la mise en page, d'aller jusqu'au bout. Et effectivement, tout comme toi, Colin, j'avais sous-estimé le reste à faire, parce que pour moi, c'est bon, tu avais ton Google Doc, c'est parti. Alors que pas du tout, en fait, vous le saurez, il faut écrire en ASCII Doc, par exemple, c'est une bien meilleure idée, parce que derrière, ça vous permet de l'éditer très facilement dans tout un tas de formats, et notamment justement des formats numériques ou des formats physiques de façon beaucoup plus simple. Mais voilà, donc après j'ai un peu galéré là-dessus aussi pendant 5-6 mois, mais comme j'ai fait ça en même temps que les phases de relecture, parce que du coup nous on a effectivement un peu comme toi, j'ai proposé à la communauté, aux gens que je connaissais de le relire, donc c'est effectivement pas des relectures officielles via des maisons d'édition, mais c'est des allers-retours avec des amis, des connaissances, des gens qui donnent leur avis. Et donc voilà. Ah, on t'a perdu, Emilien. Parce que comme je gérais en même temps. Est-ce que tu peux refaire ta dernière phrase? T'as eu un petit souci de co. Le point, c'est j'ai pas mal galéré, mais comme c'était en même temps que je faisais des allers-retours de correction, au final, je l'ai pas trop senti passer. Et voilà. Mais donc, c'est juste pour dire que ça peut aussi prendre des années et c'est OK. C'est pas grave. Alors moi, j'ai une expérience qui est radicalement différente, mais c'est lié au contexte. En fait, moi, j'écris ce livre sur les modèles OpenAI. Donc le livre s'appelle quand même GPT-4. Quand on a décidé de commencer à l'écrire, GPT-4 n'était pas encore sorti. Mais on savait qu'il allait sortir et on pouvait pas écrire un livre qui allait s'appeler GPT-3. Enfin, le temps qu'on l'écrive, c'était sûr que ça allait être complètement has-been. Et c'était un peu le thème de toute l'écriture de ce livre. C'était une course contre la montre du début à la fin. Course contre la montre par rapport à l'évolution des modèles, de la situation, de techno, etc. Et aussi course contre la montre parce que on savait que les gens voulaient commencer, tout le monde voulait commencer à développer, utiliser les modèles de OpenAI pour l'intégrer dans leur projet. Maintenant, pas dans 6 mois. Donc on n'avait pas 6 mois pour l'écrire en fait, ce livre. Il fallait faire tout de suite. Et donc c'était intense. On a, ouais, moi, tous les, enfin, dès que j'avais un moment. Alors, il faut savoir que moi, je travaille à plein temps, mon collègue travaille à plein temps. Moi, j'ai 2 enfants petits, donc le soir et le week-end, il faut s'en occuper. Donc, c'était vraiment, comment dire, sportif. Et c'est sûr que, on va dire que je n'aurais pas pu faire ça sans mon conjoint qui a clairement pris le relais sur les enfants, la maison, toute la logistique pendant cette période-là. Et aussi, ce qui a très bien marché, c'était la bonne entente avec mon co-auteur. On n'avait pas du tout les mêmes disponibilités. Moi, j'écrivais un petit peu tout le temps, et lui, il prenait des blocs entiers, donc des week-ends entiers où il faisait que du livre pendant des heures et des heures. Et voilà, et c'est ça qui a bien marché aussi. C'est comme justement, il n'y a pas d'enjeu d'argent, ça c'est important. En fait, on n'a pas d'attente forte l'un envers l'autre, quoi. S'il y en a un qui écrivait plus que les 50%, alors qu'on recevait 50% d'argent, c'est pas grave, en fait.
On comptait pas le temps pris pour l'écriture du livre, mais c'était voilà, intense, très intense. Je ne sais pas quelles sont les questions dans le chat, mais par rapport à ce que tu as dit, en tout cas, il y a un sujet qui est très intéressant et duquel on pourrait parler, c'est justement le côté. Et pour le coup, là-dessus, j'ai peut-être plus de recul que vous pour l'instant. Quoique, Anastasia, ton premier livre était sorti pas longtemps après le mien aussi, je sais plus. C'était je sais plus en quelle année. Tu nous rediras. Mais pour le coup, 2020, non, par là 2020, 2021 Je crois que c'est 2021. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, il y a un vrai sujet effectivement sur la péremption en fait des données, de ce que tu mets dedans. C'est un vrai sujet. Alors encore plus évidemment quand vous parlez d'un framework technique. Et moi, j'étais déjà très conscient de ça par rapport à tout ce que j'écrivais sur les blogs, etc. Et même en ayant ça en tête, je sais que j'ai écrit des trucs qui sont déjà périmés et qui font que j'ai eu besoin de le rééditer en 2021, où j'ai encore essayé d'enlever une couche. Mais ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et ça me, je sais pas les gens dans le chat, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment vous, vous le gérez en tout cas. Alors nous, on a fait plusieurs. Donc déjà, on avait la course pour le sortir, le pari sur le titre. On a commencé à l'écrire parce que voilà, il fallait absolument mettre un titre pour démarrer, pour une raison logistique pour Aurélie. On a fait plusieurs mises à jour tout au long du fait qu'on écrivait. Toutes les 2 semaines, on devait corriger des choses. On a fait, une fois que le livre était publié, on a fait une grosse mise à jour quand même en décembre. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, on veut réécrire, on veut faire une nouvelle version en 2024. Pas forcément, parce qu'au niveau de tech, en fait, pour moi, c'était pas. Même si OpenAI fait évoluer son API, que mon API dans mon livre, elle soit obsolète, c'est pas ça qui fait la valeur du livre, en fait. Si les gens ils veulent connaître comment fonctionne l'API, ils vont lire la doc de l'API. Ce qui est pour moi le fond, on va dire la logique, le raisonnement, la partie conception, tout ça, c'est toujours valide. En effet, il y a des choses qui sont. Le code est obsolète. Par contre, on a un repo Git qui est associé au code qu'on met à jour. Donc ça c'est. Voilà. Et après, justement, l'idée, c'était de pas trop avoir d'adhérence. Enfin, voilà, insister sur la partie conception, parce que dans tous les cas, je pense que c'est ça qui est plus intéressant que l'API elle-même. Et après, il y a quand même un truc, c'est que quand on a demandé, en fait, la deuxième édition, c'est nous qui avons demandé avec mon co-auteur. On s'est dit, en fait, on a envie de rajouter des choses, on a trop d'idées qu'on n'avait pas en 2023, et on a envie de rajouter des choses, et on veut faire une deuxième édition. Et en fait, O'Reilly, ils nous ont dit, ils ont hésité. En fait, ils nous ont dit qu'à partir de maintenant, ils faisaient plus de livres sur ces thèmes-là parce que justement, c'était trop obsolète. Ça devenait obsolète trop vite. Et donc, on était probablement le dernier livre un peu de ce type spécialisé sur un framework, une lib. Voilà. Et on a beaucoup insisté. On a quand même insisté pour le faire. Et conclusion, ils avaient raison parce qu'il se vend pas. Mais nous, on est très contents de l'avoir fait parce que il est quasiment 2 fois plus gros et ouais, on est fiers du contenu. On a raison. Pour le coup, c'est marrant, mais moi qui ai écrit un truc sur Spark, je m'attendais à ce qu'il périme plus vite que ça. Et en fait, non. Mais quand on vous fait une commande, c'est assez intéressant de se dire où est-ce qu'il en est le projet. La version de Spark sur laquelle j'ai écrite, alors voilà, il y a des détails, hein, mais en vrai, ça va, il n'y a pas tant de choses qui changent. Par contre, si on m'avait demandé la même chose sur Spark 1, qui changeait tous les 4 matins, je pense que j'aurais dit non. Parce que vraiment, voilà, ça aurait été très compliqué. Et je suis surprise de voir que finalement, la version que j'ai écrite, voilà. En vrai, je m'attendais à devoir le remettre à jour beaucoup plus souvent que ça. Et pour l'instant, ça va. Après, comme tu dis, Marie-Alice, je suis d'accord avec toi. Dans le fond, Spark, machin et tout, ce qui compte, c'est les concepts qui sont derrière. Et je pense que quelqu'un qui lit un tel bouquin, c'est surtout ça qu'il a envie de voir avant de lire la doc en elle-même, en fait. Moi, de mon côté, c'est une question que je me suis pas du tout posée parce que de toute façon, je le mettrai pas à jour. Parce que j'aime pas continuer les trucs. Moi, j'aime bien démarrer, faire des nouvelles choses, lancer un truc, puis après, j'aime bien lancer un nouveau truc. Donc, je sais que si je dois le mettre à jour, ce sera vraiment un sacerdoce et qu'il y a vraiment une demande forte.
D'ailleurs, on m'a pas mal demandé la version EPUB du bouquin. J'ai fait semblant d'essayer pendant une grosse journée. Alors, c'est toujours pas marrant, hein, le boulot de l'édition. Ça sortait, c'était inexploitable. Les schémas étaient catastrophiques. Le code était illisible parce qu'il y a pas mal de code dans le bouquin. Enfin, ça me plaisait pas du tout. J'ai fait un post LinkedIn en disant écoutez, il n'y aura pas de version EPUB, ça m'a gavé. Les gens qui ont acheté le bouquin et qui veulent le PDF, parce qu'il y en a qui m'avaient demandé, il y a une personne qui le met dans des modèles d'IA qu'il a à lui. Il met ses bouquins dans un modèle d'IA à lui et il les entraîne comme ça. Il y a des gens qui disaient ouais, ben moi je suis pas une liseuse, j'ai un iPad, voilà. Donc j'ai dit vous me demandez le PDF et je vous envoie le PDF qui a été imprimé. Et voilà, j'ai envoyé le PDF à différentes personnes qui m'ont demandé. Et vu le nombre de personnes qui ont demandé, j'ai tellement bien fait de pas passer 5 jours de plus à essayer de faire ce type pub. J'ai eu le nez tellement creux. Alors après, j'ai peut-être perdu 3-4 dans l'histoire. Je suis désolé si vous vouliez absolument l'e-pub. C'était pas marrant. C'est pas marrant la partie édition. Genre, c'est vraiment pas marrant. Et donc, il y avait une question sur les outils. T'en as un tout petit peu parlé, Emilien, tout à l'heure. Donc moi, j'ai pas été bon, je pense. J'ai commencé sur un GDoc, ce qui allait très bien pour avoir les retours de la commu, etc. et pour écrire. Et puis après ce GDoc, quand il a fallu en faire un truc éditable, j'ai pris le modèle qui était sur le site de mon éditeur, qui était un docx. Je l'ai mis dans OpenOffice parce que je suis sur Linux et j'ai fait mon édition dans OpenOffice. Et OpenOffice, il a une feature rigolote qui est que tu fermes ton fichier, tu le réouvres et en fait, il y a une ligne, il y a un endroit qui s'est décalé sur un truc que tu vois pas, sauf qu'un décalage d'une ligne va devenir un décalage d'une demi-page parce qu'en fait, ça te fait passer un schéma à la page d'après et va en fait faire un truc qui n'a plus rien à voir avec la choucroute. Il va falloir la retrouver, cette ligne qui se décale, et trouver ce que tu peux faire pour que quand tu fermes ton document, elle se redécale pas. Et en fait, moi, fait amusant, et ça, tu te rattrapes à chaque chapitre, parce qu'à chaque chapitre, tu as un beau saut de page, tu mets une belle page blanche à gauche, donc ça aussi, j'ai appris ça dans l'édition, on démarre pas un chapitre sur la page de gauche. Et tu te rattrapes à chaque chapitre. Mais moi, j'ai quelque chose d'un peu rigolo dans mon bouquin, il y a un chapitre qui fait plus de 100 pages. Qui est au milieu du bouquin, et qui est le chapitre sur TDD, donc il y a plein de codes et plein de schémas. Je déteste ce chapitre, du coup. Vraiment, j'ai un profond de haine. Ce matin, je me rappelle, c'était un dimanche, j'avais passé tout mon vendredi, tout mon samedi à faire de la mise en page. C'est pas marrant. C'est pas marrant. À essayer de faire rentrer des schémas dans le machin, à me battre, à changer une fois une en-tête d'1 pixel de hauteur sans faire exprès, à avoir tout cassé, à pas comprendre pourquoi. Et là, je me lève un dimanche en me disant, allez, je relis tout vite fait, je fais l'export PDF et bam, c'est publié. Et là, je regarde et ça va pas. Et je sais pas pourquoi. Et derrière moi, il y a le premier bouquin qui est là, c'est l'impression de test. Donc j'ai fait un test sur un plus gros papier et il est faux. La mise en page est fausse. Il y a un décalage sur tout le bouquin, à peu près à 40% du bouquin. Un décalage d'une page. Et donc on peut se dire, il y a peut-être que moi qui le verrai, mais moi ça m'embête beaucoup quand je lis le schéma sur la page à côté et qu'il n'est pas à côté, ou du code qui est recto verso sur une page alors que je m'étais vraiment pris la tête pour qu'il soit qu'il rentre sur le même truc. Mais voilà, donc ne faites pas sur LibreOffice, ce n'est pas fait pour, pas du tout. Emilien conseillait Skidoc, peut-être on m'a conseillé différentes choses. Ce que je peux vous dire, c'est LibreOffice, c'est pas une bonne idée. Ça, j'en suis sûr. Le soft est très bien, hein, mais pas pour ça. Voilà pour le retour sur les outils. C'est comme dans le dev, il y a des outils, mais si tu les connais pas, tu galères. Ouais, et du coup, Anastasia et Marie-Alice, vous, l'éditeur, il proposait quoi comme outil, du coup? LibreOffice. Mais c'est eux qui font la mise en page derrière. Template dans LibreOffice. Oui, en fait, c'était très mais en vérité, de base, c'était un template Word, pareil que j'ai ouvert dans LibreOffice. Et franchement, j'ai miséré. Parce qu'il y a des choses qui vont sauter. J'ai essayé de mettre à jour ma version de LibreOffice, c'était pas le problème. Enfin, j'ai assez miséré. Et le deuxième, j'étais assez contente de dire non, comme c'est ma proposition et que ça rentre moins dans un cadre, je passe sur autre chose et puis il y a peu de code. C'est l'avantage aussi. Franchement, ça libère beaucoup de choses et on peut utiliser des outils
pour le coup, moi, j'aime bien utiliser Bibisco. Donc, franchement, pour faire du code, c'est pas une bonne idée, etc. Enfin, voilà, les schémas, c'est pas très bon. Par contre, ça vous donne quelque chose où ça vous dit à combien de mots vous en êtes tous les jours, par exemple. Donc et ça permet aussi de bouger les chapitres. Donc, ça a ce genre d'avantage. Par contre, pour le formatage, c'est nul. Mais pour se voir avancer, c'est pas mal. Voilà, Alors, peut-être. Vas-y, je t'en prie. de mon côté, Aurélie propose plusieurs solutions pour les petits livres. Et, en fait, ils ont un outil qui s'appelle Atlas, qui est basé sur Git. Ça permet de versionner ce qu'on écrit. Ça intègre du latex, des choses comme ça. Et ça leur permet de convertir facilement en EPUB, en PDF et tout, les autres formats. Mais pour les petits livres, ils offraient la possibilité aussi de rester sur du Google Doc. Et nous, on a choisi ça avec mon co-auteur. En fait, pour nous, c'était plus simple, plus collaboratif. Et comme c'est pas nous, après, qui devions convertir en PDF ou en EPUB, c'était OK pour nous. Et je pense que sur la deuxième édition, on a fait 200... le livre, il fait quasiment 300 pages, un peu moins. Et je pense que s'ils avaient su, en fait, ils ne nous auraient pas laissé faire dans un Google Doc parce qu'ils ont dû faire quand même pas mal de travail pour reconvertir. Mais en tout cas, moi, j'ai bien apprécié Google Doc pour la partie collaboration. Quand on travaillait à deux, c'était vraiment bien. Voilà. Et après, pour tout ce qui était images, on devait avoir un dossier quand même avec toutes les figures, les numérotés, tout ça. Ça, c'était vraiment pénible. C'est vrai que la numérotation fonctionne bien, etc. Pour donner une petite idée de quoi on parle et du genre de page sur lequel ça va être une pure race, c'est-à-dire on va avoir ce truc-là, et moi je suis un peu psychorigide, c'est-à-dire que je veux que le listing de dossier il arrive là, donc j'ai la ligne au-dessus qui dit dans quel dossier c'est, j'ai mon listing, là j'ai mon exemple de code, et puis j'ai le code qui va avec sur le côté, et puis ça finit comme il faut en bas de page, et mon chapitre il est pas coupé. Bah en fait, cette double page-là, ça peut être un enfer. Mais quand je dis un enfer, c'est-à-dire que j'ai joué sur la hauteur des interlignes, sur certaines pages. Si vous regardez bien, les interlignes font pas la même hauteur. Il y a des sauts de ligne avec des 8 points, des sauts de ligne avec des 12 points, il y a des trucs comme ça. Et en fait, quand tu joues sur ça, que tu te bats, que ça finit par rentrer, et le lendemain tu rouvres ton fichier, ça a tout sauté, t'en étais à la page 180, et tu rouvres, et en fait, c'est devenu la page 181. Et là, tu dis, au secours, c'est où? Au secours, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est vraiment pas marrant. Et donc, quand j'ai essayé de faire la même sur l'EPUB et que les schémas, ils sont sortis, mais... C'est-à-dire que j'avais mon schéma qui était en partie en fond de la page, et après, j'avais le schéma, mais dans un cadre de l'image. De toute façon, vu que tu peux jouer sur le zoom, c'est difficile de contraindre sur ce genre de format, de toute façon. Non, mais là, ce que je dis, en fait, mes schémas, c'est des CSV. Et en fait, ils ressortaient mal et ils ressortaient pas croppés. De mes CSV, je les croppais dans LibreOffice. Et en fait, ça sortait la version pas croppée dans l'EPUB. Et ça le sortait en fond du texte. Ça le mettait en double, en fait. J'avais une fois l'image du CSV en fond du texte à un autre endroit dans la page. Je dis, c'est bon. En tout cas, en tant que simple lecteur, ça met un côté magique. On n'a pas, quand on lit le bouquin, la plupart des bouquins, on n'a pas l'impression que c'est aussi la misère. En fait, moi, pour le faire, j'ai ouvert tous les bouquins. J'ai ouvert plein de bouquins que j'avais. Je pense que tu commences à avoir un décalage, Marie-Alice. C'est pour ça j'ai ouvert plein de bouquins que j'avais et j'ai regardé en fait comment était fait l'édition, parce que quand on lit les bouquins, on s'en rend pas compte. Et du coup, j'ai regardé les bouquins, j'ai regardé comment ils faisaient les en-têtes, où est-ce qu'ils mettaient les titres, comment ils faisaient les pages droites, pages gauche, etc. Et j'ai tout regardé, et j'ai regardé les bouquins que je trouvais faciles à lire, ceux que je trouvais pas faciles à lire, parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte de ça, et quand tu le fais toi, il faut apprendre toutes ces petites règles. Et moi, ça m'intéressait d'apprendre à le faire, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, parce que je voulais apprendre ces métiers de l'édition, parce que j'aime l'objet livre. Maintenant que j'ai appris, je suis loin d'être expert, un professionnel aurait fait une bien meilleure mise en page que moi, attention, mais que j'ai eu un vernis suffisant, c'est bon. J'ai pas loupé ma vocation. C'est ok.
Voilà. Non, au moins je le sais, c'est bien. Oui, oui, t'as raison. Et pardon, vas-y Marielle. Moi, j'allais juste dire que en maison d'édition, c'est sûr qu'il y a un peu moins de tout ça, mais moi, j'ai quand même passé des heures et des heures à vérifier toutes les mises en page, vérifier que les lignes de code n'étaient pas retournées à la ligne d'avant, parce que dans le Google Doc, on n'a pas le résultat final, donc je savais qu'il y avait tant de caractères possibles. Vérifier toutes les indentations, voilà, pareil, vérifier qu'il n'y avait pas du code qui était switché, des images qui étaient passées de l'autre côté. Enfin, donc c'est pas. On est quand même, on va dire qu'on a de l'aide, mais on est quand même 100% responsable du résultat. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous tenir la main pour le faire à notre place, quoi. Ouais, mais faut pas sous-estimer cette partie-là. Moi, j'ai fait cette erreur, j'étais en mode, ouais, ça va me prendre une grosse journée, let's go. Non. Non, c'est Très plusieurs exigeant. jours. Je vous propose de basculer sur une autre question qui était comment combattre le syndrome de l'imposteur quand on écrit pour un large public? Est-ce qu'il faut bien nuancer au risque de perdre de l'assiduité? L'incisivité. D'un propos, d'un point de vue. Désolé. Et c'est Arthur qui utilise des mots de plus de 3 syllabes aussi. Arthur, Ouais, enfin, tu voilà. nous connais. Et puis en plus, il y a plein de petites syllabes avec même I pour un dyslexique. Désolé, mais c'est un peu difficile à lire. Du coup, si j'étais suffisamment clair, je sais pas, Nastasia, tu veux parler de ça ou... On est d'accord qu'il y a deux questions, on est d'accord. Oui. Ah, bah, ça me rassure, je me disais. Et ok. il Alors, est sympa parce qu'Arthur, il en a posé 5 de suite, en fait. Et du coup, le syndrome de l'imposteur, ben, justement, moi, c'est aussi pour ça que j'aime passer en maison d'édition. Je me suis rendu compte d'un truc vraiment nul. Enfin, c'est que, par exemple, au travail du temps de midi, j'arrive à écrire sur un livre, une nouvelle, si j'ai un contrat d'édition derrière. Alors que si c'est juste pour moi, enfin, s'il n'y a pas de contrat d'édition, j'ai honte, je me cache, je le fais que chez moi. C'est un peu nul. Ne faites pas ça, mais moi, c'est ce qui m'aide à avoir moins le syndrome de l'imposteur. Et pour la deuxième question, est-ce qu'il faut beaucoup nuancer? Moi, le deuxième bouquin que j'ai écrit, c'est quand même un bouquin de vulgarisation, mais qui aborde quand même pas mal de choses parce que l'IA, c'est très très vaste. Donc oui, là, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de nuancer certaines questions pour apporter une expertise technique, mais sur des sujets qui parfois, ben, malgré tout, ça dépasse l'expertise technique. Et en même temps, en fait, comment dire, je trouve à la télé, quand on parle d'IA, par exemple, on voit rarement des personnes qui sont dedans, qui la font au quotidien. Moi, ça me tenait à cœur que pour une fois, on parle, qu'il y a un peu une parole de dev sur ce genre de sujet. Mais malgré tout, il faut réussir à garder ton point de vue pour ne pas déborder et raconter des choses qu'on ne sait pas. Donc oui, c'était un gros travail. Je sais pas si quelqu'un qui veut prendre la suite. Ouais, allez, je vais me lancer. Le syndrome de l'imposteur, c'est sûr que pour moi, on l'a du début à la fin. En fait, déjà, moi, j'ai écrit un livre, j'ai dit, qui s'appelait GPT-4, alors GPT-4 n'était pas sorti. Donc déjà, ça, c'est imposteur total dès le début. Alors après, c'est sorti pendant qu'on écrivait, donc on a pu mettre à jour, bien sûr, mais c'est pareil, quand le livre est sorti, on se demandait vraiment qui allait vouloir l'acheter, en fait. On se demandait, est-ce que ça allait intéresser les gens? On n'avait aucune idée. C'est impossible quand on est dedans. C'est très très dur de savoir si ce qu'on dit, est-ce que c'est évident pour tout le monde? Est-ce que on apporte vraiment quelque chose? C'est vraiment des questions qu'on a eues avec mon co-auteur tout du long de l'écriture. Et puis en même temps, en fait, on peut voir les choses autrement, plutôt que de se dire est-ce que ça va faire, plutôt dire bah moi ça m'intéresse, j'ai envie de le partager avec les gens et je partage des choses qui me passionnent. Et du coup, voilà, sans prétention en fait. J'écris pas ce livre parce que je suis la meilleure experte au monde sur le sujet. C'est plus que je pense avoir une expertise suffisante. J'ai quelque chose à dire, moi ça m'intéresse, ça me passionne et j'ai envie de partager cette passion et c'est plutôt comme ça que je le prends.
Pour moi, c'est un peu la même chose que, par exemple, faire des talks dans des conférences tech. C'est un peu le même positionnement. Comme quand je fais un talk, je me positionne pas en tant que l'experte absolue du sujet. Plus, j'ai envie d'apporter mon point de vue, un retour d'expérience. Et s'il y a des gens qui sont pas d'accord, bah, c'est pas un problème. On peut en discuter. Alors moi, à cause de mon petit problème de connexion, j'ai pas eu les questions. Mais donc il y avait le syndrome de l'imposteur et l'autre c'était est-ce qu'il faut nuancer ses propos, c'est ça, pour essayer de plaire à C'est tout ça. le monde? Comme quoi vous avez bien répondu parce que j'ai pu deviner les questions. Donc, bravo à vous. Moi j'ai eu un trick très facile, c'est que j'ai écrit un truc sur lequel je me suis pas posé la question si j'étais légitime ou pas, parce qu'en fait c'était ce que je vivais. Donc c'est peut-être une différence aussi par rapport à Colin, Nastasia et Marie-Alice, c'est que c'est un bouquin peut-être beaucoup moins tech. C'est juste un témoignage sur, en fait, si t'es dev, si t'as envie de t'épanouir, il y a moyen de le faire. Et voilà comment moi j'ai fait. C'est sûrement pas la seule façon, mais voilà. Et du coup, c'était plus un témoignage. Et donc forcément, j'ai caricaturé un peu, mais en gros, quand tu racontes ta vie, nécessairement, tu peux pas vraiment être un imposteur, quoi. Voilà. Alors après, je fais pas que raconter ma vie dans le bouquin, hein, mais du coup, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis pas posé la question. Et puis en plus, ce que on avait appliqué, la façon dont on était, moi j'étais passé à mon compte, mais en suivant ce que Florent avait fait. Après, on a vu Clément faire la même chose. Après, on a vu plein de gens autour de nous le faire. On a monté une asso pour accompagner des gens à le faire, etc. Et en fait, et moi, ça a vraiment été ça le déclic, c'est quand on a monté Hack Your Job et que on a pu accompagner des gens qui étaient en galère, qui étaient malheureux littéralement dans leur boulot de dev et qui d'une année sur l'autre sont devenus hyper épanouis, se sont mis à faire des conf tech, etc. Et donc en l'occurrence dans ce cas-là c'était grâce au freelancing, mais c'est juste parce que du coup ils avaient trouvé cette façon de s'épanouir. Encore une fois, c'est pas la seule, mais voilà, en gros c'était pour dire si vraiment tu aimes ce que tu fais, il y a moyen de le faire. Et donc le sujet pour le coup de savoir s'il était légitime ou pas, c'est pas vraiment posé. Et quant à être nuancé, non plus, si ce n'est que c'est vrai que quand même je me suis posé la question. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais pas attirer à balles réelles sur les ESN, mais quand même, faut que je dise ce que j'en pense, quoi. Par exemple. Mais donc voilà, j'ai quand même effectivement essayé de nuancer un peu, de dire, et surtout j'ai essayé de faire comprendre que j'étais pas en mode voilà, il faut que tout le monde soit freelance, machin. Donc, mais d'un autre côté, tu vois, si t'as pas un positionnement quand même assez fort, après ton bouquin il a pas forcément. Enfin, il faut quand même que ton positionnement tu l'assumes un peu. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, hein, pour le meilleur et pour le pire. Des fois, tu es un peu obligé de grossir le trait. Voilà, notamment dans la tech, on voit beaucoup ça autour des bonnes pratiques. Des fois, même un truc que je défendais beaucoup quand j'étais en mission tech, c'était en fait quand tu veux faire passer une idée, malheureusement, tu es souvent obligé de passer un peu dans les extrêmes quand vraiment tu es dans les premiers, quoi. Alors évidemment, après, tu gères ça correctement pour pas faire n'importe quoi. Mais globalement, voilà, genre si tu veux être monsieur TDD, voilà, peut-être qu'il faut avoir un positionnement un peu extrémiste pour essayer de faire bouger les lignes. Et puis quand ça commence à bouger, après tu peux assouplir ta position et voilà. Donc oui, je me suis posé la question, mais en pratique, je pense qu'il faut quand même porter et assumer ce que tu mets dans ton livre. Et ça, pour le coup, c'est peut-être plus facile en auto-édition d'ailleurs que quand t'es des relecteurs ou quand tu dépends d'une maison d'édition, quoi. Et de mon côté, du coup, sur la partie syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer il y a pas mal d'années, notamment avec les talks ou des choses comme ça. Donc, de base, j'y suis assez peu sensible. Là, en plus, le livre, je l'ai pas tant écrit pour en vendre, je l'ai pas tant écrit pour qu'il se distribue, je l'ai aussi écrit pour moi et pour dropper ce que j'avais dans ma tête à ce moment-là. Et en me disant, si ça sert à une personne, c'est déjà incroyable. Une personne en plus de moi, parce que moi, de toute façon, ça m'a servi au moment où je le faisais, donc c'était déjà très très bien. Donc j'avais pas du tout ce syndrome de l'imposteur. Euh, et sur la partie nuance, pour enlever l'incisivité, c'est pas bien mon genre.
Donc, si j'avais envie de dire un truc dedans, bah, ça a été dit comme j'avais envie de le dire. Et c'est quelque chose sur lequel on m'a félicité sur le bouquin, dans les retours que j'ai eu sur le bouquin. Donc un des trucs qui m'a fait hésiter pendant très très longtemps, c'est un retour d'un certain monsieur D, qui est peut-être dans le chat, qui m'a fait un retour, qui m'a dit ton livre est écrit, c'est une pensée logique qu'on suit sur tout le livre, il n'y a pas un chapitrage scientifique. C'est pour ça qu'il y a ce fameux chapitre ce fameux chapitre de 100 pages. En fait, l'index n'est pas pratique. C'est difficile de se balader dans le livre. En fait, il prend une idée et il suit une idée tout le long du truc. Et il m'a dit, ce serait bien, moi je préférerais que ce soit plus comme les bouquins tech auxquels on est habitué, qu'ils soient organisés comme ça, par thème, et que tu puisses traiter le thème. Et c'est un des sujets où pendant quelques mois, je me suis dit, je vais me laisser le temps de la réflexion, parce qu'en soi, il a raison. Maintenant, est-ce que j'ai envie de remettre des efforts pour faire comme ça, ou est-ce que j'ai envie de le laisser avec ce style-là d'écriture? J'ai décidé de le laisser avec ce style-là, et c'est des choses sur lesquelles j'ai eu des compliments. A posteriori, les gens sont venus me dire que c'était intéressant justement d'avoir un livre écrit de cette manière. Et j'ai une personne qui m'a dit qu'elle s'empêchait d'écrire parce qu'elle voyait les livres qui étaient justement très structurés. Je vois dans la bibliothèque d'Emilien et dans la mienne ce fameux Blue Book, je pense, qui était un bon exemple de ça. Et que lui se disait, en fait, je viens de lire un livre tech qui est écrit comme un fil, un truc qui suit une pensée. Et oui, il y a des chapitres, mais globalement, suivent de manière assez logique. Et du coup, ça m'a peut-être débloqué un truc. Donc, voilà, moi je l'ai écrit comme ça et je me suis pas bridé sur ça, malgré le fait que je me sois posé la question. J'ai décidé de pas le faire. Par contre, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai des choses que j'ai enlevées quand dans les retours on m'a dit que c'était pas bon. J'ai souvenir d'une quinzaine de lignes que j'ai enlevées, mais c'est parce que ça avait pas sa place. À un moment, je sais pas pourquoi, je décide d'expliquer ce que c'est une monade au milieu du chapitre DDD. Et il y a la relecture, il y a quelqu'un qui me dit c'est soit trop, soit pas assez, enfin soit voilà, puis je le regarde et je dis ça surtout rien à faire là. Et donc j'ai enlevé, mais ça doit être le seul truc, c'est le seul truc qui me vient en tête. Je voudrais juste rebondir sur ça, sur la partie maison d'édition, où Emilien t'a dit que c'était peut-être différent maison d'édition. Franchement, je suis pas convaincue. Vraiment, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait ce que j'écrivais. Alors, il y a eu les relecteurs techniques, voilà, c'était pas sur sur des chapitres entiers, quoi. C'était vraiment des points d'attention, des points de détail. Voilà, pas de contestation de ce qu'on voulait mettre à l'intérieur, quoi. Et en tout cas, dans l'esprit d'O'Reilly, vraiment, on est responsable du livre. Il n'y a pas de marketing qui est fait à notre place, par exemple. Donc, on a vraiment l'impression que c'est notre livre, quoi. Il n'y a pas de contrôle sur le contenu. Ouais, c'est un peu comme tout le processus que tu as expliqué en début du talk. Ils sont là pour faire monter le niveau du bouquin vers le haut, mais pas du tout de la censure, quoi. Ouais, exactement. C'est bien dit. Moi, j'aime bien la prochaine c'est pas l'objectif question. et j'ai envie. Vas-y, je t'en prie. Je voulais juste dire, ça m'est pas arrivé, mais en fait, je pense que si vraiment on n'est pas d'accord, il y a juste pas de projet en fait. C'est un peu ça, quoi. Bon. Du coup, c'est un peu aussi à nous de nous dire ce qu'on veut. Moi, je sais que le deuxième, j'ai pas totalement écrit ce que je voulais, le projet de départ. Je pense qu'il y a des trucs qui sont quand même mieux, je pense qu'il y a des trucs qui sont peut-être un peu moins bien, mais c'est aussi à nous de voir en fait par rapport au retour qu'on a en fait. Mais si j'ai donné l'air que j'étais brimée, je suis pas non plus brimée. C'est juste que voilà, c'est des accords et après on pourrait partir avec une autre maison d'édition ou partir en édition indépendante. Après, c'est peut-être un peu comme quand on code, c'est que entre ce qu'on imaginait de faire au début et ce qu'on fait au final, il y a tout un chemin et le fait de l'avoir écrit, ça doit te challenger aussi sur la vision que tu avais initialement, quoi. Sur le processus, il y a quelque chose qui a été assez facile pour moi, mais qui est peut-être un peu délicat, c'est que très tôt, j'ai accepté de le sortir et qu'il serait pas parfait. Que ce serait pas exactement ce que je voulais, que je serais OK avec ça, et qu'il était hors de question que je m'abîme pour écrire ce bouquin, parce que moi, c'était un moment où j'étais pas bien. Donc, s'il sortait, il sortirait avec ses imperfections, et je suis OK avec ça. Et il en a plein.
Et en fait, ben, ça me va, ça lui fait un certain charme. Il y a un calcul qui est fait à un endroit dans le livre, il y a des maths, hein, c'est une facture qui fait 2 lignes, le total est faux. Même dans il y a une version 0.1 et une version 0.2, le total est faux dans la version 0.2. Personne l'a vu, c'est le seul endroit, c'est le truc central du livre, l'exemple est autour d'une facture, j'ai échoué de faire une addition. Ben, ça me fait un peu rire en fait. Et j'ai pas sorti de 0.3 avec la correction de ce total parce que ça me fait marrer et que c'est ok et que c'est pas grave. Oui, j'ai pas réussi à faire 2 fois 1100 plus 550. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait 2700. Il y a 50 balles qui se sont perdues quelque part dans la bataille. C'est pas grave. Et donc je trouve qu'il est bien avec ses imperfections, qu'il est bien avec son truc. J'étais en train de faire la couverture, j'avais écrit itération productive Colin Damon sur un truc blanc sur l'outil de mon éditeur et j'étais parti pour le livrer avec une couverture blanche en fait. Avec juste le titre et rien. Et puis je vais me faire couler un café en me disant de toute façon je vais pas y passer plus de temps. Moi il va pas partir en librairie, la couverture elle va rien faire vendre à personne. Enfin, voilà, puis je vais en vendre 5 à 5 copains et copines, et puis voilà. Et puis, bon, moi, je suis en train de faire mon truc d'édition, je vais me faire couler un café, donc je me tourne de là où je suis, je vais à ma cafetière qui est là, et donc je passe devant ce poster-là, avec 2 Carpecoy, et je me dis, tiens, je prends mon téléphone, je le prends en photo, je dis à ChatGPT, hey, tu m'en fais une version plus style animé, plus dans ces couleurs-là, et il me sort cette image qui a plein de défauts, hein, qui a plein de défauts de l'IA qui sont très très reconnaissables. Hein. Par exemple, il y a une moustache qui est là au milieu, on sait pas pourquoi. Hein, voilà, il y a plein de trucs bizarres comme ça, les nombres de nageoires ils sont chelous et tout. Je l'ai trouvé bien cette image. Alors ça a été ma couverture et elle a été faite en 2 minutes parce que c'était dans le process. C'était ok qu'il soit plus qu'imparfait, j'étais ok avec ça en fait. Et je préférais sortir un bouquin imparfait que de me brimer, d'y passer du temps et de plus prendre de plaisir à l'écrire et que ça devienne que ça devienne une corvée, un sacerdoce. Alors ça l'a été un peu sur la partie édition, mais ça reste ok, ça a été en quelques jours. Voilà, ça pour moi c'était un truc vraiment important. Et je suis ok. C'est pas le bouquin parfait que j'aurais voulu écrire. Maintenant, je suis très content de l'avoir fait. Donc, je sais pas si vous avez eu ce truc-là aussi. Rien de savoir dans le Moi, j'ai chat. fait un cauchemar la semaine dernière. Ah. Sur quoi? J'ai pensé à un truc qui allait pas. Ah merde. En fait, il y avait un truc que je me disais, mais ça va pas du tout. Ces chapitres-là, ils vont pas du tout. Et parce que j'ai des chapitres un peu plus tech, que en fait, il y a des gens qui apprécient beaucoup, il y a des gens qui pensent que je vais pas assez loin, mais il y en a aussi qui disent non, mais là, j'y arrive pas. Et du coup, faut sauter. Déjà, je le dis, on a le droit de sauter des passages. Et j'en ai fait des cauchemars, quoi. Donc, je t'envie. Et c'est l'inverse, la faute de maths. Ouais. C'est l'inverse, la faute de maths que j'ai fait. Alors, vous ne le verrez pas sur le live parce que c'est inversé, moi, ma cam, mais vous voyez que 2 fois 1100 plus 500, j'ai trouvé que ça faisait 2750, parce que pourquoi pas. De toute façon, Curieux dans le chat de savoir qui a la rêve de la couverture, justement. De voir si vraiment il y a que des jeunes dans le chat ou s'il y en a qui savent d'où ça vient. Voilà. je pense que si tu reposes la question dans 10-20 ans, t'auras encore moins de personnes. Parce que pour le coup, ils ont. Justement, au moment où j'ai sorti le bouquin, c'était juste avant le Covid. Après, pendant le Covid, on les a plus trop vus. Et voilà. Et depuis, c'est vrai qu'ils font plus grand chose. Mais bon, je les kiffe toujours autant. Donc, voilà. Donc moi, c'était mon petit kiff pour le coup. Ça a été mon excuse pour aller démarcher des gens que j'aimais bien et faire connaissance avec eux et faire un petit projet avec eux. Mais ce qui fait que du coup, mon design m'a coûté 500 balles pour être sûr que je gagne encore moins d'argent sur mon bouquin. Quoi. Et chez O'Reilly, on ne choisit pas l'animal sur la couverture. C'est une question qu'on m'a pas mal posée. Alors, si jamais j'avais eu une idée, je pense que j'aurais pu leur expliquer que je voulais tel animal pour telle raison. Mais sinon, par défaut, c'est eux qui choisissent. Après, ils nous ont demandé si ça nous plaisait. On a dit oui, on n'allait pas dire non. Ils doivent essayer d'en trouver un qui n'est pas encore utilisé, tu vois. Donc, Ouais. Je pense que ils ont. Moi, mon interprétation, j'ai pas demandé, mais je pense que ça ressemble vaguement au logo de OpenAI. C'est de très loin. Je pense que c'était ça l'idée. Est-ce qu'on passerait à la prochaine? Ah, vas-y, je t'en prie.
Ouais, non, mais c'était aussi parce que j'avais vu passer une question sur ChatGPT et je crois pas que vous l'ayez Oui, c'est abordé. ça. Si, je pense que C'est ça, c'est la c'est pas encore prochaine. ça. Bah, Comment top. Bah, vas-y, s'inscrit je te laisse l'intelligence introduire. artificielle dans la rédaction d'un livre? Avez-vous utilisé ChatGPT ou pas du tout? Pour Emilien, j'imagine que non, car le livre est arrivé avant la mouvance ChatGPT. Est-ce que vous avez utilisé ChatGPT pour écrire un livre sur ChatGPT? Alors ça, c'est exactement la question. On a eu pas mal de fois cette question. Alors déjà, O'Reilly nous a interdit explicitement d'utiliser des l'IA. Donc on avait dit OK, et puis à un moment, donc on écrit notre livre et on envoie les chapitres au fil de l'eau à notre éditeur. Et là, on a un retour. Il nous dit mais on a vu que vous avez utilisé l'IA pour écrire tel chapitre, ça va pas du tout. Et en fait, on comprenait pas, mais pourquoi ça? Et en fait, ils avaient pour consigne, donc notre interlocuteur, il avait pour consigne de faire passer quelques paragraphes dans un détecteur d'IA pour vérifier qu'on n'utilisait bien pas ChatGPT. Et en fait, il y a eu des faux positifs, je ne sais pas pourquoi. Je pense peut-être parce qu'on utilisait Grammarly. On utilisait Grammarly pour nous aider sur les formulations d'anglais. Mon co-auteur est belge, donc on écrivait tous les deux en anglais, donc c'était pas mal d'avoir de l'aide avec Grammarly. Et peut-être aussi parce que justement, quand peut-être qu'on faisait des phrases un peu bizarres et que du coup, l'IA détectait le détecteur d'IA pensait que c'était une IA alors que non. L'autre explication, c'est peut-être que vous êtes devenu ChatGPT. Peut-être. Moi, Peut-être. ChatGPT a relu l'intégralité de mon bouquin plusieurs fois pour l'orthographe. Et c'était au début de ChatGPT, donc on n'avait pas les prompts qu'on a aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup de petits copier-coller pour relire. Et heureusement que j'avais ça, parce que j'ai une orthographe qui est plus que désastreuse. Et il y a eu très 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 peu de fautes qui ont été trouvées à la relecture, et ChatGPT les avait vues, c'est moi qui ai mal relu. Et donc, moi, dans ce processus-là, ChatGPT m'a permis à moi, qui est encore, je pense, quelque part dans un... Je dois avoir encore une copie du bac blanc de français sur laquelle il est écrit 97 fautes du jamais vu. Et ben moi, j'ai pu écrire un livre de 250 pages et il n'y a pas vraiment eu de faute dedans d'orthographe. Et c'est ChatGPT qui m'a permis ça. Et clairement, j'avais essayé pas mal d'autres outils et j'en ai pas trouvé d'autres qui me permettaient de faire ça. Et aujourd'hui, ChatGPT relie la plupart des trucs que j'écris. Maintenant, j'ai un GPT custom, moi, orthographe. Et avant que j'utilise ça, on me faisait énormément de remarques sur mon orthographe, ou quand je faisais relire, il y avait énormément de retours. Et maintenant, c'est très très rare. Donc, oui, ChatGPT m'a servi à ça. Je ne l'ai pas du tout utilisé pour des idées, pour des exemples ou pour des recherches, des choses comme ça. Je l'ai utilisé, voilà, moi, pour la relecture, l'orthographe, grammaire, ponctuation. Il est vachement plus fort que moi pour savoir où mettre les virgules, par exemple. C'est un super point là, ce que tu disais, parce que j'ai aussi un gros problème d'orthographe et c'est voilà, Florent pourra témoigner, pas que d'ailleurs, je sais pas taper sur un clavier non plus, donc le tout cumulé est assez improbable, mais en fait voilà, on peut y arriver quand même. Alors moi effectivement, comme il n'y avait pas de ChatGPT, mon ChatGPT c'était ma mère et une personne que j'ai payée. J'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent pour ce bouquin en fait. Non mais du coup j'avais payé une freelance pour faire la correction orthographique justement. Et ce qui fait qu'il y avait trop de fautes quand il est sorti. En tout cas, personne ne les a vues. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais, en ce moment, je suis sur un autre projet. Alors, comme vous voyez que je prends mon temps, voilà, il sortira peut-être dans 3-4 ans, on verra. Mais du coup, j'ai testé. Et pour le coup, comme beaucoup de créateurs de contenu, justement, je me suis posé la question, alors pas que pour le bouquin, tu vois, mais pour du LinkedIn, pour du Les blog, posts LinkedIn, pour ils passent tout un tas de tous. choses. Et pour le coup, moi, je me suis trouvé beaucoup moins performant, et surtout, ce qui m'a dérangé, mais après, c'est peut-être parce que je l'utilisais mal, c'est que ça me donnait pas l'impression de traduire ce que j'avais envie d'exprimer. Tu vois, j'avais pas l'impression de lire un truc que moi je venais de dire. Je sais pas comment le Attention, moi mais j'ai un GPT à moi qui lui dit bien, attention, tu reformules pas, hein. Tu me corriges l'orthographe, la grammaire, la ponctuation.
Oui, non, mais on est d'accord, j'ai bien compris ton exemple. Moi, pour le coup, j'ai vraiment essayé de l'utiliser pour générer du contenu, Ah, ok, en ok. disant, Oui. en disant, je vais essayer de lui faire passer mon idée et Ça, j'ai pas réussi non plus. je vais laisser me faire un beau paragraphe qui explique ça. Et j'ai vraiment jamais été à l'aise avec le résultat. Et après, j'ai essayé aussi effectivement sur des posts LinkedIn, etc. J'ai pas été à l'aise non plus. Donc aujourd'hui, au final, je préfère le faire moi-même. Après, par contre, comme tu dis, sur des usages spécifiques, peut-être des fois sur des reformulations ou sur peut-être des problèmes de traduction, pour le coup, il doit être fort aussi. Je pense que là, ça peut être des bons usages. Hein. Mais oui, je lui ai pas fait écrire mon contenu. De temps en temps, alors je l'ai pas utilisé pour le livre, mais moi dans mon quotidien, je l'utilise pour des trucs. J'utilise ChatGPT, je pense, et Consort, comme tout le monde. Mais il a pas écrit de contenu. Par contre, il l'a entièrement relu, quoi. Mon bouquin a été publié sur ChatGPT bien avant d'être publié ailleurs. Panas, est-ce que Soraya est passée par ChatGPT? Euh, Elle est passée par Antidote. Alors, je ne sais pas si oui. vous utilisez cet outil-là. C'est un outil que beaucoup de maisons d'édition utilisent, qui sert à faire alors pas que de la correction grammaticale, mais aussi voir les répétitions. Moi, je suis nulle en répétition. Donc, c'est des outils qui me sont très, très utiles pour ça. Et en fait, depuis peu, ils ont mis un deuxième onglet qui s'appelle reformulation. Or, au début, ils avaient dit ouais, c'est de l'AI et tout. Les auteurs, ils ont dit non, mais on veut pas utiliser ce truc. Et du coup, ils ont dit bon, ok, on va juste dire que c'est une reformulation. Mais très clairement, en vrai, c'est de l'IA derrière. Après, c'est pas directement ChatGPT. On sent que c'est fait avec les règles d'Antidote pour dire je veux pas de verbes faibles, ou, je veux pas de répétition, ce genre de choses. Donc j'aime bien regarder des fois les propositions que Antidote fait. Je trouve ça plutôt intéressant. Après, j'utilise jamais directement. Ouais, et en plus, je trouve que ça permet d'avoir une autre IA qu'un ChatGPT qui est très fort pour faire des reformulations. Hein. C'est quand même l'un des trucs où il a été le plus mis en avant. Mais disons, sauf si on paye ChatGPT, ce que j'aime bien avec Antidote, c'est que j'ai pas l'impression de travailler avec. Je sais pas, j'ai un peu plus confiance, quoi. Je sais pas, je suis plus sereine. Et on n'a pas commencé à parler de DeepSeek. Pardon, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Du coup, je pense qu'on peut enchaîner avec l'autre question qui, je pense, ça va bien avec. C'est est-ce que vous écriviez déjà avant, donc un blog ou autre chose? Et est-ce que l'écriture est un muscle qui se travaille en amont avant de se lancer dans la rédaction d'un livre? Alors, moi j'écrivais en interne pour ma boîte, j'écrivais des articles de blog, j'ai écrit un livre blanc avant ça, un petit livre qui fait une centaine de pages. J'ai écrit en fait un truc qui n'est jamais sorti mais qui était une partie de ce que j'ai dans Itération productive qui devait faire 150 pages à une époque qui s'appelait Faire du DDD entre gros guillemets. Et donc il y a des idées de ça qui sont dans Itération productive. J'écris sur LinkedIn quotidiennement. Donc ouais, moi j'ai toujours écrit, malgré mon orthographe désastreuse, malgré le fait que tous mes profs m'ont expliqué qu'il fallait pas écrire, que j'ai toujours eu des notes très négatives en dictée. Je dois avoir une dictée à moins 100 points aussi, quelque chose comme ça. C'est assez original. Donc oui, j'ai commencé à écrire quelques années après avoir commencé à travailler, je dirais. Et c'est quelque chose que je fais avec plaisir depuis longtemps. Et quand j'ai quitté Hippon, ma boîte précédente où j'écrivais sur le blog, un des premiers trucs que j'ai fait, c'était sur quel média je vais écrire. Parce que j'avais ce blog et l'aide d'Hippon pour la publication de livres blancs. Et donc c'est là où je me suis posé la question sur quoi je vais écrire. J'avais un compte LinkedIn. J'ai dit je vais écrire sur LinkedIn. Parce que c'est un autre format, c'est un autre challenge, j'aurai d'autres contraintes. J'aime bien faire des choses sous contrainte. Le livre, c'est aussi pour ça, le format du livre était une contrainte. Et donc d'avoir la contrainte, ça m'a obligé à trouver des choses pour passer outre, à être créatif. Donc il y avait ça aussi. Donc oui, moi j'écris. Est-ce que c'est un muscle? J'en ai aucune idée. Je ne saurais pas dire. On va demander à celle qui a déjà écrit plusieurs bouquins. Celles, du coup, Ok. qui ont déjà écrit plusieurs bouquins.
Alors, j'ai envie de dire que oui, c'est un muscle. J'ai l'impression de progresser, personnellement. Mais par contre, j'ai un peu senti dans la question de la procrastination, je me permets. Mais grosso modo, faut pas se dire qu'il faut faire des exercices avant d'écrire, il faut écrire. Alors, Et la voilà, il y aura question toujours vient des d'un trucs qui se certain... passeront mal, mais La osons. question vient d'un certain Romain TRM, que vous reconnaissez peut-être, qui a une épée dans ce chat, qui a des pouvoirs en ces lieux. Voilà, si vous connaissez un certain Romain TRM. Voilà. J'espère qu'il bosse pas dans ma boîte parce que s'il procrastine. Ouais, ça va pas te... Surtout que ce soit pas un de tes employés, quoi. Là, il est peut-être plus dans moi- le chat, hein. Il est peut-être retourné coder parce que je crois qu'il a des patrons un peu tyranniques. Je travaille même pas aujourd'hui. Hein. Enfin, en tout cas, tu le payes pas, quoi. Si je paye en plus. Sinon, moi, de mon côté, je suis pas. Moi, c'est. Voilà, encore une fois, on a des expériences différentes. Moi, l'écriture, en fait, pas tellement. Moi, je suis plutôt. Ce que j'aime bien, c'est pas forcément l'écriture en soi, c'est plus le partage de connaissances. Donc, j'ai déjà, avant d'écrire ce livre, j'avais créé des formations, j'avais fait des talks. Pour moi, c'était plus dans cette démarche-là que l'écriture en elle-même. L'écriture en elle-même, c'est pas mon truc en soi. Le partage de connaissances, oui. Je crois que je préfère le format talk, le format échange en live. Mais le fait d'écrire un livre, c'est vrai qu'on est obligé en fait, il y a un côté d'ailleurs boîte noire où en fait on travaille dessus pendant des mois et on n'a aucune idée si enfin, c'est en différé, quoi. On n'a aucune idée si ça va être intéressant pour le lecteur ou pas. Et ça, je pense que c'est pas évident. Je trouve ça pas évident. Je voudrais un peu rebondir sur ce que tu as dit. Tu dis je préfère les talks, etc. Est-ce que t'as pas eu ce truc de quand j'ai fait trop de talks et trop de conf, j'ai eu envie d'essayer un autre format? Peut-être. Peut-être, ouais. Alors, j'ai pas choisi le moment où j'ai créé le livre, c'est un peu les circonstances. Mais peut-être. Là, tu vois, par exemple, en ce moment, je fais une petite pause dans les talks et ouais, enfin, ça me dérangerait pas de réécrire un livre, ça c'est sûr. Ouais. C'est une bonne remarque. Ouais, moi j'ai C'est vrai que c'est un truc auquel on n'avait pas réfléchi, mais pour le coup, c'est un point commun. Je pense qu'on avait tous fait des talks dans des conférences à droite à gauche avant d'écrire. Et moi, depuis, j'ai appris ce terme de créateur de contenu qu'on n'a pas trop dans le dev, mais qui en fait, maintenant, je me rends compte, représente bien ce que j'avais envie de faire. Et d'après ce que tu dis, Marie-Alice, c'est quelque part ce que tu fais aussi, où en fait, peu importe la plateforme, tu vois, toi, Colin, c'est pareil avec Twitch, etc., Nas aussi. Voilà, c'était un peu sur Twitter, c'était un peu sur, alors, quand c'était encore une place fréquentable. C'était un peu sur Twitch, c'était un peu dans des meet-up où on va régulièrement dans des talks, etc. Mais c'est vrai que je pense que la base, c'est vraiment cette passion de vouloir partager. Et finalement, tu essayes un peu tout et du coup, le livre tombe dedans finalement un peu comme autre chose. Moi, il y avait un autre truc très important qui m'a vraiment donné envie d'écrire un livre, c'est que pour moi, tout est parti d'un livre aussi en fait. En fait, ce qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier au début, c'était The Passionate Programmer. Voilà, si vous avez l'occasion de le lire, qui est un excellent bouquin qui raconte la reconversion d'un musicien qui devient dev. Et d'ailleurs, je me gourre peut-être sur le titre, je crois que c'est ça. Je sais pas, je revérifierai. En fait, je me suis demandé si tu parlais pas de The Pragmatic Programmer, mais non, pas du tout. Non, c'est pas celui-là. C'est vraiment un autre bouquin justement qui parle d'un gars, en gros, qui a fait une reconversion, mais justement qui a découvert en fait les bonnes pratiques, etc. Et ouais, c'est ça, The Passionate Programmer, par Chad Fowler, qui était donc c'était pour le coup un jazzman. Et donc, il raconte comment, justement, il est allé dans des meet-up, et puis ça lui a mis le pied à l'étrier, et puis après, il est tombé dans les bonnes pratiques, etc., et comment il a vu le fossé se creuser. Et moi, c'est vraiment quand j'ai lu ce bouquin, j'étais au tout début de ma carrière, et je me suis dit, et moi, je galérais au quotidien dans mon code de merde, et je me disais, ah ouais, c'est possible, en fait, qu'on peut le faire.
voilà. Et donc, c'était pour moi, voilà, sans évidemment avoir la prétention d'écrire un truc aussi impactant que lui. Mais en tout cas, je me suis dit, tu vois, exactement comme tu disais tout à l'heure, même si 10 personnes le lisent et que ça leur permet d'impacter leur carrière et de s'épanouir, eh ben, ce sera génial. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut que tu aies en tête. Du coup, plutôt que d'attendre le bon moment pour écrire, c'est est-ce que tu as envie de partager? Et si oui, bah, c'est un média comme un autre, quoi. Un peu plus long, on a vu, avec l'effet tunnel, dont on pourrait reparler. Mais voilà, l'objectif est vraiment le même. Moi, ouais, j'ai aussi vraiment eu cette démarche de faire des talks, des vidéos, différents formats, différents trucs. Alors, je me suis enfin motivé il y a quelques temps à faire une espèce de page où je référençais les trucs, donc j'ai retrouvé 120 trucs enregistrés où j'interviens. Donc des talks, des tables rondes, des Twitch, des machins, sachant que je sais que j'en ai fait beaucoup qui ont pas été enregistrés. Et en fait, je pense que ben, j'en ai peut-être fait un peu trop de ce format-là. Et c'est sûrement de ça qu'est née aussi l'envie d'écrire un livre et d'essayer autre chose, d'avoir partagé comme ça pendant très longtemps, sans dire d'en avoir fait le tour, parce qu'on peut pas vraiment faire le tour de ça. Euh, je pense que ça fait partie du truc. Et oui, je crois que j'ai vu des talks de tous les gens qui sont ici. Euh, Et ouais, c'est peut-être un prérequis pour des bouquins tech. En tout cas, l'envie de partager, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on partage justement, et que c'est un moteur qui est, bah, de toute façon, avant le fait de gagner de l'argent, parce que ça marche pas très très bien pour gagner de l'argent, ça j'ai l'impression qu'on est à peu près tombé d'accord. C'est pas très très rentable, mais cette envie de partager, cette envie de se... Alors là, je sais pas, cette envie de se sortir des trucs de la tête et de les mettre quelque part. Est-ce que vous avez eu ça aussi de j'ai plein de choses dans ma tête et j'aimerais les mettre quelque part aussi pour qu'ils sortent de ma tête et qu'ils me foutent la paix. Je sais pas si vous Ça avez eu rejoint un ça. peu ça rejoint une des questions là. Est-ce que l'écriture a eu un impact sur votre pratique? Est-ce que l'écriture renforce votre expertise? Moi, je dirais c'est ça. Enfin, ça permet de. Alors moi, je dirais pas sortir des trucs de la tête, mais en gros, ça m'a forcé à mettre au clair certaines idées, aller jusqu'au bout de l'idée et le fait de devoir les expliquer à quelqu'un, bah forcément, ça aide à ce qu'elles soient claires pour soi, quoi. Ouais, moi c'est ça, Là il y a aussi, des... Vas-y, je t'en prie. c'est exactement comme pour les talks, en fait, hein. Donc, quand tu fais ton premier talk, t'es pas le super gros expert du sujet, puis en fait, ne serait-ce qu'en préparant le talk, bah, de fait, tu en deviens un parce que t'as pas le choix. Et là, c'est un peu pareil. Moi, il y a des modèles que j'avais jamais réussi à poser sur papier et bah, que j'ai posé sur papier pour le bouquin. Alors, tous les modèles sont faux, certains sont utiles, tout ça, mais c'est intéressant aussi de pouvoir réussir à avoir une représentation d'un truc, d'un concept qu'on a en tête. Donc oui, enfin, moi, ça m'a aidé dans ma pratique. Est-ce que ça renforce l'expertise? Je crois que j'ai pas envie d'avoir une expertise. Je crois que j'ai pas envie Après, je pense, d'être si on fait un catégorisé avec rapport une avec les expertise. talks ou toute autre pratique ou de formation ou speak, il y a le fait d'être capable d'expliquer ce qu'on pense, etc. Ça oblige de reformuler et souvent ça met en évidence des trous dans nos raisonnements. Donc peut-être par rapport à ça, justement, ça nous, vu qu'on doit l'expliquer, le transmettre et encore plus l'écrire dans un bouquin, on est obligé de combler ces lacunes et ça met là où ça fait mal, quoi. D'une certaine manière, ça fait une grosse veille, hein. D'accord. Tu as commencé à lancer un sujet, il me semble, Emilien, tout à l'heure, sur l'effet tunnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de creuser? Je sais plus si c'est Emilien. Oui, il me semble. T'as Oui, c'est commencé Emilien. Ouais, j'ai rebondi sur Marie-Alice qui en parlait, ouais, un petit peu, mais ouais. Est-ce que vous avez envie d'en parler de ce truc de... Bah, on a écrit pendant un temps, puis on l'a publié, quoi. Moi, j'ai Ceux apprécié qui ont avoir parlé un d'effet co-auteur tunnel. pour ça. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai pas du tout Ok. ressenti ça.
parce qu'en soi, il s'est écrit un peu rapidement. Et après, dans la phase où je savais pas si j'allais en faire quelque chose, bah, j'étais OK avec ça en fait. Et le jour où je l'ai mis en vente, alors bah, je le mets sur la plateforme, je l'annonce. Moi, je trouve que je fais pas beaucoup de ventes parce que, enfin, voilà, de toute façon, je m'y attendais. Moi, j'ai dû dépenser un peu d'argent aussi hein, pour ce bouquin, donc j'avais globalement calculé que si j'en vendais une centaine, je perdais pas d'argent sur la vie du bouquin et que ça m'allait bien. Et en fait, j'y suis arrivé relativement vite à cette fameuse centaine. Et donc, bah, j'étais content, je savais que j'avais pas perdu d'argent. Après, j'étais prêt à perdre de l'argent aussi pour le bouquin. Hein. Y a pas de... On parle pas de grosses sommes. Ça rapporte pas d'argent, mais ça... même si on y met un peu d'argent, ça en coûte pas. On parle de quelques centaines d'euros. Alors, Emilien, tu disais, toi, t'as un peu fait le. Et après, c'est surtout du temps. Oui, c'est ça. C'est surtout ça que ça coûte. L'investissement, elle est surtout là. Mais j'ai pas eu ce côté effet tunnel parce que moi, j'ai l'impression que vous aviez une attente quand même à la sortie. Une attente de retour, une attente de vente, une attente de lectorat, et que du coup, il y avait peut-être ce côté qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir avec un stress. Et moi, j'avais pas ça du tout en fait. J'avais pas du tout, j'avais aucun enjeu. Mais moi, j'avais un peu le stress de. Enfin, mon livre, il est sur Amazon, que d'avoir 50 étoiles, enfin 51 étoiles, et que des gens qui disent mais il est trop nul le bouquin, pourquoi j'ai acheté Donc tu vois, tant que t'as pas de vrai feedback d'un vrai lecteur, bah, tu sais pas, enfin c'est pas évident. Bon, et heureusement, on a eu plein de bonnes notes et plein de bons commentaires, mais. Ah, parce que, attends, je viens de réagir. Dans le process, tu l'as pas envoyé en relecture à des gens que tu connais, c'est que des pros qui le relisent. Bah, alors, des pros, alors, il y a les relecteurs techniques, mais les relecteurs techniques, c'est des pros autant que moi, quoi. Enfin, tu vois, il y avait pas plus pro que moi sur le sujet, donc il y a personne qui pouvait me dire c'est n'importe quoi. Ou alors, et surtout, j'avais pas de relecteur de justement quelqu'un qui était pas pro, et qui pouvait, enfin, en tout cas, Tu l'as pas pas envoyé à de tes pairs. personne, pardon? Tu l'as pas envoyé à tes pairs en relecture, c'est resté dans le cercle de l'édition. Ouais, ouais. Bah, mes pairs, du Ah. coup, c'était les 3 relecteurs techniques sélectionnés par O'Reilly. Pour la deuxième édition, on nous a demandé de proposer des noms et j'ai proposé le nom d'un de mes collègues. Donc, merci Guillaume Cotter pour la relecture. Mais oui, j'ai pas eu d'autres relectures que. Ah oui, donc t'as pas de O'Reilly. retour. Voilà, c'est ça, j'ai pas de retour. Et surtout, j'avais pas de retour de quelqu'un qui était le target audience, la cible Ouais. de ce livre. Donc, je sais pas, ouais, Donc effectivement, ça va être. Je partage cette angoisse Ouais, de balancer ça, et surtout vu que c'est un bouquin, c'est pas comme un talk, on peut pas rebondir et s'adapter, donc c'est sûr que ça va être une sacrée angoisse. Ouais. Ouais, donc la première revue qu'on a eue sur le O'Reilly et qui dit ce livre il est trop bien, c'était magique quoi. C'était magique. Tiens, c'est peut-être un. Pour le coup, moi j'ai. Enfin, Vas-y. je vais juste Vas-y, rebondir, Nassadia, moi, il faut j'ai eu des couper. relecteurs. J'ai eu des relecteurs de la maison d'édition, 2 en l'occurrence, et 3 que moi-même je suis allée chercher. Donc j'ai d'abord eu mes 3 relecteurs, j'ai corrigé, puis j'ai eu les 2 relecteurs de la maison d'édition. Et même en faisant ça, c'est le stress. Voilà, malgré tout. Je pense que c'est toujours le stress, hein, dès que le livre est dans les mains de quelqu'un d'autre, quoi. Ok. Emilia, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est pas encore exprimé sur ça. Non, mais moi je suis pas très angoissé de base, même si tout le monde avait dit que c'était de la merde, ça m'aurait pas troublé plus que ça. Je suis assez à l'aise comme Colin avec le fait de lâcher des choses qui sont pas terminées et puis à me dire bah n'empêche que j'ai essayé de le faire et puis voilà, peu importe ce qui arrive, en tout cas ça c'est fait. Mais pour le coup justement après j'ai pris en compte des feedbacks et puis il y avait le Covid qui était passé par là. Je me suis dit ce serait sympa de refaire une édition que j'ai sortie en 2022, une seconde édition. Mais ouais, non, malgré le fait que je mette des années à écrire, je ressens même pas plus que ça cet effet tunnel au final. Même si quand ça plaît, c'est quand même mieux. En général, on aime bien quand on
Voilà. Parce que comme on disait tout à l'heure, l'objectif c'est quand même que ça puisse aider des gens. Et donc quand on a des retours de personnes qui disent ça m'a vraiment aidé ou merci pour quand voilà, ce bout-là m'a vraiment marqué et tout, forcément ça fait plaisir. Moi, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour rebondir sur un truc que disait Marie-Alice au sens plus large sur la création de contenu et sur quand j'ai eu la première revue et qui disait le bouquin était trop bien, toi, c'est quelque chose, de ce que j'en ai compris, qui t'a vraiment fait plaisir, qui t'a vraiment touché. Sachez que, alors ça se voit peut-être pas, mais dès qu'on est un peu visible d'une manière ou d'une autre, des retours négatifs, c'est bon, on en a. Ça se passe assez bien, régulièrement des nouvelles de notre famille qui sont pas forcément sollicitées, tout ça. Voilà, donc si vous faites partie de la majorité silencieuse et que de temps en temps vous vous dites ah je vais pas lui mettre un commentaire pour dire que c'est bien, pour dire que c'est cool, vous voyez Marie-Alice elle dit si faites-le, c'est bien. Donc, de temps en temps, s'il y a quelque chose que vous avez bien aimé, que vous voyez quelqu'un qui a créé du contenu et que vous dites, tiens, en fait, son contenu, je l'ai bien aimé, ou j'ai envie de faire une critique constructive, c'est ok, faites des critiques constructives, dites que vous n'avez pas aimé, mais expliquez pourquoi. C'est tout à fait ok. Donnez pas des nouvelles de la famille si on n'en demande pas, ça c'est... Voilà, s'il vous plaît, faites pas ça. Mais si vous avez bien aimé, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, expliquez pourquoi. Ça, c'est OK. Et ouais, faites des retours aux gens qui créent des contenus. C'est vraiment souvent apprécié. Et au pire, ignoré par les gens qui... plus on crée des contenus, plus on est exposé à ça, plus à un moment, je pense qu'on est obligé de s'en détacher un peu parce que ça devient... Ça peut prendre une place assez importante. Sinon, dans le quotidien. Et s'il vous plaît, sur Amazon, mettez pas des commentaires à 1 étoile quand c'est juste parce que le livre il est arrivé abîmé. Bonne remarque. Mais voilà, donc le deuxième livre il a une mauvaise note parce qu'il y a quelqu'un qui a mis un commentaire parce que le livre est abîmé. Parce que son colis il est pas rentré dans la boîte aux lettres. Et, ouais, c'est ouais. quelque chose que je C'est vois ça. beaucoup ça sur Amazon. Les gens ils notent la qualité de la livraison, pas la qualité du produit. Et donc, râler auprès d'Amazon, ils vous en enverront un autre. Moi, j'ai 2 personnes qui ont eu des soucis avec leur impression. La couverture, elle avait un souci. Ils en ont envoyé un nouveau, quoi. L'éditeur, voilà, si ça vous arrive, vous pouvez voir avec l'auteur si vous voulez, mais vous pouvez aussi voir directement avec l'éditeur et ils ont l'habitude, ils en font un autre. Vous envoyez une photo de la couverture qui va pas ou du truc qui va pas et vous en envoient un nouveau. Pour eux aussi, hein, ils ont aucun intérêt à ce que les gens reçoivent les objets abîmés. Hein. Du coup, moi j'aurais une autre question, parce qu'on a parlé des difficultés, du pourquoi vous avez fait un bouquin, etc. Mais à la limite, qu'est-ce que vous diriez pour inviter quelqu'un à écrire un bouquin? Peut-être quelqu'un qui hésite, ou etc. Quel conseil vous donnerez ou voilà. Alors, quel conseil, qu'est-ce qu'on dirait pour motiver la personne à écrire un livre ou quel conseil on pourrait lui donner pour quelqu'un qui a décidé d'écrire un livre et qui se lance? Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Je dirais déjà pour motiver et après on peut enchaîner par des questions. Okay. Que quelqu'un veut commencer? Parce que, comme l'a dit Florent, faut me couper, hein, vraiment, il déconne pas, hein, c'est un vrai truc. Allez, je me lance. Bon, c'est une bonne question. Moi, je dirais s'entourer de copains qui écrivent, copains, copines qui écrivent. En fait, moi, je pousse pas à être motivée. Mais par contre, si vous êtes motivé et qu'il y a un truc qui va pas, qui dit ah j'ai envie, mais il y a un petit truc qui m'empêche d'y aller, c'est de voir un petit peu comment les autres écrivent. Et du coup, je trouve que ça rend la chose beaucoup plus concrète et on sait déjà si on a envie d'y aller. Et puis, moi, personnellement, je sais pas vous, c'est pas quelque chose dont on a parlé, mais je suis personnellement beaucoup soutenue par plein de personnes qui écrivent autour de moi. Mais rien que le fait de vous connaître et de savoir que vous écrivez, je sais pas, je trouve ça cool et il y a un côté, on se sent moins seul. Donc, et aussi, on s'aide des méthodes de chacun. Au-delà de l'aspect communauté, c'est qu'en fait, il y a plein de méthodes en réalité pour écrire. On n'est pas trop rentré
là-dedans, mais voilà, on a quand même dit voilà, quand est-ce qu'on écrit, etc. Et du coup, ça permet de se rendre compte de ce que font les autres et ce qui peut nous aider et la pratique d'écriture qu'on a envie d'avoir. Voilà, je dirais ça. Moi, je peux compléter. Moi, j'avais pas. Enfin, je connaissais personne dans mon entourage qui avait écrit un livre, donc j'avais pas cette possibilité-là. Par contre, j'avais un co-auteur. Et Olivier, merci. Pour moi, c'était super d'avoir un co-auteur, justement. On avait des profils très différents. Donc, lui, c'est un chercheur, data scientist, et moi, j'ai un profil dev. Et on était voilà, complémentaires sur plein de points, voilà, s'encourager mutuellement, pouvoir se faire confiance. Pour moi, je pouvais pas écrire parce que je n'étais pas dispo, mais qu'il y avait une deadline où il fallait faire quelque chose. Bah, lui, il était là. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment super. Moi, je dirais ne commencez pas par ça. On a vu peut-être, et je pense que c'est un facteur, et ce serait ça. Il y a souvent cette image de. Enfin, tu vois des gens qui font des trucs et tu te dis, ouais, c'est trop bien, faut que je fasse pareil, mais en fait, tu vois pas tout ce qu'ils ont fait avant. Et je pense que c'est une très mauvaise première marche parce que c'est très long, c'est très difficile. Je pense que ça peut être très frustrant si tu le finis pas. Tu vois que c'est un truc qui peut traîner des années, que tu peux vraiment jamais aboutir et tout. Donc intellectuellement, c'est pas très satisfaisant si tu tombes dans ce cercle-là. Mais par contre, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, donc commencer par écrire des blogs, par faire des vidéos YouTube, par faire des talks, par voilà, trouver des médias peut-être un peu plus simples pour avoir un feedback rapide. Et effectivement, une fois que vous avez testé 2-3 trucs, que vous êtes à l'aise, ou si vous avez une belle opportunité, hein, comme on l'a vu, voilà, s'il y a une maison d'édition qui vous contacte pour parler de tel ou tel sujet, en général, c'est quand même dommage de ne pas sauter sur l'occasion. Mais voilà. Mais en tout cas, je ne conseillerais pas de commencer par ça parce qu'honnêtement, de tous les process, de toutes les créations que je fais, voilà, que ce soit des contenus courts, longs, live, en différé, etc., c'est vraiment un des plus difficiles et un des moins, un pour lequel il y a le moins de ROI, quoi, très clairement. C'est-à-dire, oui, tu gagnes un peu de visibilité, mais à la limite, tu as moins de visibilité avec un bouquin que personne lit qu'avec une bonne vidéo YouTube, quoi. Donc, voilà. Ou un post LinkedIn qui fait 150 000 vues. Aussi. Écrivez des livres, créez du contenu, vous avez des choses à raconter. À partir du moment où vous avez passé 2 heures sur un sujet, vous êtes plus experte et plus expert que la plupart des gens à qui vous allez le raconter. Ne vous bridez pas sur ça. Partagez des choses. Mettez-vous un peu en dehors de votre zone de confort, que cette voix dans votre tête qui vous dit que c'est très très dangereux ce que vous allez faire, comprenne petit à petit que ça n'est pas tant que ça. Et entraînez votre muscle à prise de risque. Je ne sais pas si l'écriture est un muscle, mais la prise de risque en est probablement un, jusqu'à ce que ça devienne un non-événement. La première fois que j'ai parlé devant des gens, j'ai donné un cours en licence, une licence que j'avais quittée 1 an avant. Je me rappelle très clairement, donc pendant les mois qui ont précédé, de 20h à minuit, je préparais mes supports. Donc je suis arrivé extrêmement prêt. Je suis arrivé devant une classe de 30 personnes, j'ai dit bonjour, je m'appelle Colin Damon. Je me rappelle très clairement avoir senti une goutte de sueur se former à la base de mon cou et finir dans ma chaussette. Je vous laisse deviner par où elle est passée, faire le chemin. Ça, c'était ma première prise de parole devant des gens en dehors d'une entreprise. Des prises de parole, j'en ai fait d'autres, plein d'autres. Aujourd'hui, je peux monter sur une scène devant des centaines de personnes. Au moment où je monte sur scène, je ne sais pas de quel sujet je vais parler. Et je ne ressens absolument aucun stress. C'est OK parce que j'ai réussi à intégrer que ce n'est pas une prise de risque, enfin qu'il n'y a pas de risque en fait. Mais je l'ai fait petit à petit, par petite prise de risque en petite prise de risque. Le livre, c'est aussi là-dedans, donc commencez peut-être pas par ça, parce que effectivement, même en le faisant à l'arrache comme le mien, ça prend un certain temps. Il y a un travail avant que ça sorte, avant d'avoir des feedbacks complets, même si on l'envoie en relecture à nos pairs. Et il faut avoir l'habitude de faire des choses imparfaites, parce que comme c'est un livrable qui est plus gros que les autres, ce sera plus imparfait que les autres. Un post LinkedIn, s'il est imparfait, ça fait 3000 caractères, c'est 3000 caractères imparfaits, au pire, c'est pas très grave.
Un livre, ça fait un peu plus de 3000 caractères. Donc il y aura plus d'imperfections, il y aura plus de choses qui vous plairont pas. Il faudrait être OK avec plus de choses sur ça. Maintenant, écrire un livre, alors moi j'ai peu de recul pour le moment sur l'itération productive, mais j'en ai plus sur mon premier petit livre qui s'appelle Clean Coding, qui est un livre blanc d'une 100aine de pages que j'ai écrit il y a 6 ans, je crois, quelque chose comme ça. Quand j'ai écrit ce livre-là, ça a permis de créer une communauté autour du software craftsmanship chez Ippon Technologies, et des années plus tard, ça m'est arrivé plusieurs fois de croiser des gens que je connaissais pas, qui venaient me voir et qui me disaient j'ai lu ton livre, je l'ai récupéré, c'était un livre qu'on distribue en goodies en conférence. Je l'ai lu et ça a vraiment changé ma manière de faire du code, ça a vraiment changé ma carrière, maintenant je m'éclate vachement plus, etc. Bah en fait, le fait qu'il y ait des gens qui viennent me le dire alors que je leur ai pas demandé, etc., c'est probablement que ça leur est arrivé, ça a probablement eu un impact sur d'autres personnes que je connais pas et que je connaîtrai jamais et qui se manifesteront jamais. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, il suffit d'avoir aidé une personne, de pouvoir avoir amélioré la vie, entre guillemets, c'est un grand mot, mais d'avoir eu un impact positif sur la vie de quelqu'un pour que ça en vaille la peine. D'autant plus si on écrit en prenant plaisir à le faire. Moi, l'écriture, c'est aussi un plaisir, c'est aussi quelque chose sur lequel je me sens utile, et des fois, j'ai besoin de me sentir utile. J'ai besoin de m'enlever des choses de la tête. Moi, j'ai pas été entouré par des gens qui écrivent Je l'ai fait un peu dans mon coin. J'étais assez un peu tout seul au moment de cette écriture. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur ça. Oui. Justement, pour ceux qui l'ont écrit en solo bouquin, est-ce que vous aimeriez tenter l'expérience de faire une co-écriture et l'inverse pour Marie-Alice? Moi, non, je pense que je suis insupportable en co-auteur. J'ai un processus de travail qui est pas... j'arrive à avoir des co-speakers. C'est-à-dire que j'arrive à amener des gens sur scène avec moi. Mais c'est-à-dire que mes co-speakers, déjà, il faut qu'ils acceptent que on va pas préparer, on n'aura pas de support, et on va monter sur scène. Bon, si tu veux, on peut avoir choisi le sujet à l'avance, mais moi, ça m'arrangerait vachement qu'on monte sur scène sans savoir de quoi on va parler, parce que je préfère. Donc déjà, je trouve pas énormément de volontaires pour faire ça, pour venir faire des talks avec moi. Faire un livre, j'ai à peu près le même processus pour faire un livre. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de trame, il n'y a pas de sujet. Peut-être qu'il sortira jamais alors qu'il est écrit et qu'on en est content. Et puis, je vais rien faire pendant des mois. Et puis, en fait, en un week-end, il y a 200 pages qui vont être écrites. Donc, j'ai ça avec... Moi, t'as dit un truc super important, c'est le kiff, en fait. Hein. Et c'est vrai, de toute façon, dans tout ce que vous faites, voilà, faut que vous preniez du plaisir à le faire. Et ça rebondit aussi sur tout à l'heure. Est-ce que c'est bien d'écrire un livre ou pas? Moi, il faut que vous preniez du plaisir à le faire, exactement comme quand vous faites des talks, ou voilà, c'est évidemment sur le moment, voilà, il y a ce côté stress, mais après il y a le côté réussite. Ouais, j'ai fait une présentation dans telle conférence, j'ai rencontré machin et machin, c'était trop bien. Donc ce kiff, il est vraiment important, et même dans la façon dont vous écrivez, enfin une très bonne façon. Par contre, justement, si ça vous intéresse d'écrire et que vous demandez peut-être comment mieux écrire ou comment mieux vous focus pour écrire, bah, faites en sorte que ce soit un moment de kiff. Et par exemple, moi, un des moments que j'ai le plus kiffé, c'est d'aller m'isoler en Ardèche dans ma maison de famille pendant 2 jours, tout seul, voilà, au feu de bois, avec mon café tranquille, au fin fond de l'Ardèche, juste à fignoler les derniers détails de mon bouquin. Et c'est un moment que j'ai vraiment kiffé parce que voilà, ça correspondait à qui je suis, à comment je me sens bien. Et donc voilà, essayer d'intégrer des process aussi pour que non seulement la production soit un kiff, mais que même la façon dont vous le faites et les moments où vous le faites puissent être agréables pour vous, quoi. C'est ce qui permet d'aller jusqu'au bout, je pense. Et moi, je voulais juste finir, je disais, j'avais pas des personnes qui m'entouraient, mais quand il est sorti et que j'ai eu l'objet physique, j'ai eu une remarque dont je me rappelle, alors je ne sais pas si la personne nous écoute, je sais qu'elle ne sera pas sur le chat si elle nous écoute, mais quand l'objet physique est arrivé chez moi, il y a ma chérie qui m'a dit « c'est très séduisant ». Et j'ai dit « ah, ça c'est un bon retour ». Ça, c'est un retour qui est cool. J'ai bien aimé le mot et tout. J'ai trouvé que séduisant, c'était très bien. Ça m'allait bien.
Voilà, ça fait partie des retours. Voilà, je voulais juste finir sur ça. Juste Pour pour le coup, je suis d'accord avec toi, Emilien. Pardon, je finis rapidement, mais je trouve que c'est une très bonne idée, l'idée du plaisir. Et pour le coup, j'ai une amie avec qui on passe des dimanches à boire du thé et écrire ensemble. Et voilà, de manière sponsorée, avec plaisir. Bah voilà, faut qu'on fasse des clubs d'auteurs en fait. C'était pas. Enfin, le plaisir de partager, oui, ça oui, mais c'était plus le challenge. Moi, j'aime bien les challenges. Et voilà, on me dit, voilà, est-ce que tu es capable d'écrire ce livre? Je dis, bah, je sais pas, mais je vais essayer, puis on verra bien, quoi. C'était un peu ça la motivation. Et il y a quelque chose que j'ai oublié que je voulais dire juste avant. En fait, si vous avez des idées de livres, sur la plateforme d'O'Reilly, il y a un formulaire de contact. Vous pouvez soumettre des propositions de livres enfin, c'est ouvert tout le temps et ils sont tout le temps en train de chercher des nouveaux auteurs et des nouveaux sujets. N'hésitez pas, par contre, voilà, c'est en anglais. Et pour les techniques, finalement, moi, je trouve que c'était presque plus facile d'écrire en anglais qu'en français. Mais ça dépend de chacun. Du coup, j'ai l'impression que après en avoir écrit un premier, on se dit plus ou moins qu'on va en écrire un deuxième, etc. Malgré le fait que, bon, bah, c'est pas rentable, on l'a bien dit, ça prend du temps, c'est quand même éventuellement une certaine pression. J'ai pas l'impression qu'on soit spécialement masochiste autour de cette table, donc si on le fait, c'est quand même qu'on y trouve notre compte, qu'on y trouve un plaisir, qu'on y trouve quelque chose, parce que j'ai eu l'impression dans les premières choses que vous disiez que vous mettiez plus les gens en garde qu'autre chose, entre guillemets. Mais Ouais. là, quand je regarde, moi j'ai pris plaisir à le faire. Je suis content de l'avoir dans les mains. Je suis content de partager dessus. Je suis content quand il y a des gens qui l'ont lu et qui viennent m'en parler. Je suis content d'en offrir euh, à des gens. Oui, c'est possible que j'en écrive un autre. Ça m'a absolument pas dégoûté, loin de là. C'est plutôt une expérience très positive, l'écriture d'un bouquin. Et bon, Nas, j'ai l'impression que toi, t'en as écrit un, puis après, t'as attrapé le virus. J'ai attrapé le virus. Ouais, Je me lève le matin, c'est ce qui m'aide à me lever, c'est le déjeuner et écrire. Dans Voilà. cet ordre? Donc j'ai attrapé le virus, ouais. Mais après, t'avais déjà cette ça mélange. envie, déjà le premier, avant d'écrire le bouquin, non? Oui, en vrai, oui. Oui. Je suis le cliché qui dit ouais, j'écris depuis toujours. Voilà. mais disons que c'est devenu plus concret. D'ailleurs, par rapport à ça, entre écrire un bouquin tech et un roman, science-fiction, du coup, sur la manière d'écrire, est-ce que ça diffère à quel point? Parce que c'est vrai que c'est totalement différent, mais ouais, c'est quelque chose à partager par rapport à ça ou pas? Ouais. C'est à la fois totalement différent parce que dans la fiction, il y a l'idée d'une intrigue, tout un tas de méthodes qu'on va pas trouver dans la non-fiction. Donc c'est quand même très différent, c'est beaucoup plus long aussi. Par contre, faut pas croire, moi il y a beaucoup de gens qui me disent que ça n'a rien à voir et c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais je trouve qu'en même temps, il y a aussi des choses qui se recoupent. C'est-à-dire que finalement, on prend du temps pour écrire, pour poser ses idées. On a un lecteur en face. Donc il y a quand même des choses qui se retrouvent, même si le contenu est effectivement très différent. Sinon, on doit arriver vers la fin de l'événement. Bon, après, je crois qu'on n'a pas vraiment d'heure, mais voilà, ça, on va frôler presque les 2 heures, donc Il va falloir qu'on mange. pas mal. Est-ce que vous avez une dernière question ou un dernier truc à partager? Moi, en tout cas, j'ai pas fait les deux et je sais pas si je le ferai un jour, mais pour le coup, je suis assez admiratif des gens qui écrivent des romans. Parce que, après, c'est peut-être parce que je l'ai pas fait, mais moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile que d'écrire sur de la tech parce que ça me semble
concret. Enfin, tu vois, même moi, c'était pas très tech, mais ça restait très concret. Il y avait pas de. Alors que justement, imaginer une intrigue, des personnages, un environnement, etc., faire en sorte que tout soit. Autant c'est un truc que j'adore faire, autant je sais pas. Quelque part, je trouve que c'est une façon. Tu vois, quand tu écris sur de la tech ou sur le DDD, ou bah, tu te révèles pas vraiment, tu vois, tu dis juste, bah voilà mon expertise, voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai vu marcher, et puis tu partages ça. Alors que je trouve que quand tu écris un roman, tu vois, tu te dévoiles beaucoup plus sur bah, finalement qui tu es, qu'est-ce qui te fait kiffer, comment tu pourrais imaginer le monde et tout. Et voilà. Moi, en conclusion, j'ai peut-être envie de dire que, pour le coup, écrire un livre a été très loin d'être le projet le plus difficile et le truc le plus dur et le plus conséquent auquel j'ai participé. Moi, ça a été relativement simple par rapport à plein d'autres choses que je peux faire dans mon travail, par rapport à plein de projets que j'ai dans le travail. Euh, je pense, mais c'est une analyse comme ça, je me trompe peut-être, que comme c'était assez solitaire, j'avais pas les problèmes humains qu'on a au travail. J'avais pas les problèmes du système qui est au travail et qu'on doit gérer en permanence. Et j'avais pas toutes ces frictions, etc. C'était moi et moi-même. Euh, et donc en fait, je trouve que ça facilitait énormément le truc. Alors sans vouloir passer pour un sociopathe, je trouve que justement le fait de pouvoir le faire comme je voulais a rendu le processus beaucoup plus simple que ce que j'imaginais au départ et beaucoup plus simple que la plupart des projets que je fais. Alors la plupart des projets que je fais, je pense que si on compte le nombre de lignes, il y a beaucoup plus de lignes de code que de lignes dans le bouquin, genre c'est incomparable, puisque le moins de projets de code un peu compétents, si on s'amuse à l'imprimer, on peut refaire une photo historique assez facilement, je pense, aujourd'hui. Euh, mais ouais, c'est pas une entreprise qui était aussi complexe que l'image mentale que j'aurais pu m'en faire, notamment avant mon premier bouquin. Vraiment pas. Ça a été, ça va. C'est quelque chose qui est mangeable, qui est faisable, qui se fait assez bien. Et du coup, l'image que ça a dans la société, entre guillemets, quand on dit j'ai écrit un livre, la réaction des gens, on sent que c'est quelque chose, quoi. On sent qu'il y a une forme d'admiration, une forme de écrire un livre. Alors que, encore une fois, moi, quand je me présente dans le cadre pro, je vais dire j'ai accompagné Linky Sup chez Enedis à refondre leur manière de travailler pour piloter les 35 millions de compteurs Linky. Et puis j'ai codé une banque. J'ai codé une banque et puis machin. Et puis j'ai fait un livre. Et en fait, là-dedans, le plus compliqué, le truc où je me suis le plus creusé la tête, où j'ai le plus cherché, le plus essayé, c'est pas le livre. Hein. Vraiment pas. Donc Ouais, en mais soi, le livre, il cristallise toute ton expérience, on va dire. Tu vois, je pense que on va dire c'est une conséquence. Même si je suis d'accord avec toi, pareil, pour moi, le livre, il n'y a pas été beaucoup plus facile à écrire que ce que je pensais. Ce qui était plus dur, c'était voilà, l'engagement sur la durée, l'effet tunnel dont on a parlé, etc. Mais le contenu en lui-même, je suis d'accord avec toi, j'ai fait beaucoup plus dur. Je me suis cassé la tête sur des sujets du boulot complexes. commencer à écrire, ça va bien se passer. Je voulais juste rajouter un truc que j'ai oublié de dire en termes de kiff, c'est que mon livre, il a été traduit. Et donc voir son livre traduit en russe, en coréen, en allemand, en italien, ça c'est un... Parler de kiff, ça c'est vraiment un super kiff. Ouais, bah, je pense que c'est ça. Après, mais là, tu parles de l'étape suivante, quoi. Quand tu commences à faire des vrais best-sellers, évidemment, je pense que tu passes encore un level. Il y a un moment, ça devient rentable. Hein. Mais je pense que ça peut même devenir rentable, ouais. Il paraît. C'était pas un best-seller, mais c'était avec O'Reilly, ils traduisent quand même pas mal de livres, donc ça. On s'attendait pas, c'est pareil, c'était la surprise. On s'attendait pas, on pensait pas du tout que ça allait être traduit. Quand on nous a dit qu'il y allait y avoir une traduction, on dit ah ouais, cool. Puis quand on a su qu'il allait pas y en avoir une, mais 10, on était là. Non, mais c'est pour ça qu'au-delà du livre, moi je rebondirais sur ce que je disais tout à l'heure, où créer du contenu, ça à fond.
créer du contenu et après trouver le média qui vous convient. Et voilà, et si vous êtes un solitaire sociopathe comme Colin, ben, sans doute que le bouquin vous conviendra. Non, mais voilà, on peut aussi être tout à fait normal, comme le prouve Marie-Alice Anastasia. Mais du Tu coup, te mets pas dedans. non, moi je suis entre le sociopathe et le mec qui se fait passer pour quelqu'un de normal aussi. Mais ouais, en tout cas, voilà, créer du contenu, ça c'est vraiment une bonne idée, ne serait-ce que parce qu'on a dit justement ça renforce votre expertise, ça a tout un tas de côtés positifs. Alors, condition d'être OK avec le fait de se prendre des retours qui sont pas toujours sollicités, ça on est d'accord, il faut prendre beaucoup de recul là-dessus. Mais comme tu l'as dit Colin, de toute façon, dès que tu commences à être un tout petit peu visible, quand on dit un tout petit peu, c'est vraiment 200 followers, ça suffit pour se prendre des remarques non désirées, il n'y a pas de problème. Donc, mais par contre, ce côté créer du contenu, partager, je pense que, c'est sans doute pareil pour vous, hein, mais moi, un de mes principaux moteurs, c'est des gens qui viennent te dire merci ou putain, maintenant que j'ai vu ça, et peu importe la façon dont je les produis, tu vois, que ce soit dans mon bouquin, que ce soit dans des vidéos YouTube, que ce soit sur un article de blog, quand quelqu'un dit putain, merci, tu viens de me débloquer, tu viens de me faire gagner beaucoup de temps, bah, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc après, naturellement, le livre viendra dans la partie création de contenu si ça correspond à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de faire. Et le cas échéant, en effet, c'est pas très compliqué techniquement à réaliser. J'ai une petite anecdote comme ça, moi, un peu indirecte. Il y a une personne à qui j'ai débloqué des choses pour sa carrière qui m'en est très reconnaissante au point où un jour il me dit je viens te récupérer en bas de chez toi, je t'invite au resto. Ok. On monte dans sa voiture, on roule, on roule, on roule, Ouais, on c'est roule. rentable. On roule, on roule, on roule. Tournez à droite sur Paul Bocuse. Et il m'a invité chez Bocuse. Eh ben, c'est pas mal, hein. C'est très très bonne expérience, très beau cadeau si vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un, une belle surprise. Voilà, ça peut faire partie des choses un peu surprenantes qui peuvent arriver et des impacts qu'on peut avoir. Et ben lui, il l'a exprimé comme ça. Et c'était très bien, faites ça. Invitez-moi chez Boku, c'est incroyable. Vraiment très 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 bien, très très bonne expérience. Mais il y a d'autres personnes qui l'expriment autrement et c'est tout aussi cool. Évidemment, hein, au-delà de la galéjade, c'est tout aussi cool quand des gens viennent nous voir et nous remercient pour ça. C'est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à remercier les gens qui font des trucs bien. Et je dis pas ça pour récupérer des messages, moi ça va. Maintenant, ça fait un moment que je fais ça, je suis devenu. Mais il y a une barrière aussi au truc pas cool d'internet qui se forge avec les années. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se lance, ouais, lui dire que c'est cool, c'est cool. C'est une bonne chose à faire. On est bon, on conclut doucement, Flo, on fait un peu la pub. Bah ouais. Du coup, en tout cas, moi j'ai passé un super bon moment. Donc merci à tout le monde pour cette soirée. Et j'espère que tout le monde a en profité aussi. Donc du coup, si vous voulez nous retrouver pour d'autres événements, bah, vous pouvez sur le Meetup. Avec un peu de chance, le bot marche encore. Parfait. Je l'ai ressuscité. Ouais. Voilà, donc on organise un événement par semaine. Donc pas que des talks. Il y a deux collines dojo par mois, etc. Et après, on est le 29 janvier, donc les événements de février sont pas encore annoncés, on n'est pas autant en avance, faut pas déconner. Ouais, parce que je crois que c'est Colin qui programme là, pour le mois prochain, c'est pour ça. Avec Gauthier. Ouais, bah voilà. Donc vous allez en plus avoir des sujets chelous. Oui, c'est probable. Donc voilà. Et si vous avez des retours pour ces soirées, etc., bah n'hésitez pas. On a une vraie pub à faire par contre, et un vrai appel à faire, qu'on a commencé à publier un tout petit peu et qu'on va publier un peu plus cette semaine. Donc dans nos événements hebdomadaires, il y en a un qui s'appelle Lyoncraft, qui est une petite conférence sur une journée qui accueille 150 personnes sur 4 tracks. Qu'on fait en avril habituellement. Là, cette année, le contexte économique étant ce qu'il est, on se donne le droit de ne pas faire Lyoncraft. Donc, la tenue ou non de Lyoncraft va dépendre de notre capacité à trouver des sponsors.
Et si on ne trouve pas les sponsors qui vont bien, il n'y aura pas de Lyoncraft. On ne veut pas faire un Lyoncraft qui serait moins cher. Alors en soi, on pourrait, mais tous les services qu'on achète, c'est du temps que nous, on passe pas sur notre temps perso, parce que ça reste une asso, quoi. Donc, on a besoin... Lyoncraft, c'est à peu près 25 000 €. Le budget est publié chaque année sur le site. Et donc, on va chercher du sponsoring. Donc, si votre société a envie de soutenir cet événement, si votre société a envie de s'associer à cet événement, a envie d'être visible sur ça, il y a globalement 2 montants qui sont prévus pour l'instant, mais si vous voulez aller sur un autre montant, n'hésitez pas à nous pinguer, on peut voir, on peut imaginer des choses, on peut le construire ensemble. Il y a 500 €, un pack VIP avec lequel vous avez 2 places pour la soirée speaker, 2 places pour la conférence, votre logo sur le site et une annonce sur mon LinkedIn. Et il y a 2 packs à 3000 € TTC à chaque fois. Un qui vous donne 2 places pour la soirée speaker, 5 places pour la journée, un kakémono, le site, le LinkedIn, etc. etc. Et un qui fait pareil, sauf que vous avez 2 places pour la journée au lieu de 5, sauf que vous avez 5 minutes sur scène au moment de l'ouverture, au moment de l'ouverture de la conférence, donc quand tout le monde est là pour passer le message que vous voulez, donc pour vous faire connaître. Voilà, et donc globalement les sponsors permettent, globalement l'équilibrage dans les grandes lignes c'est 15 000 € de sponsoring, 10 000 € par les billets. Voilà, pour donner une idée de comment fonctionne le budget sur Lyoncraft. Et donc là, cette année, on va chercher des sponsors. On va commencer à s'y mettre activement. Si vous voulez en parler dans vos sociétés, c'est des sommes qui, normalement, pour une société, 3 000 €, encore une fois, TTC, hein, c'est 2005 hors taxe, voilà, qui peuvent se trouver. Encore une fois, ça dépend, et on a conscience du contexte économique, et c'est aussi pour ça qu'on se pose ces questions pour Lyoncraft cette année. Mais voilà. Donc peut-être que Lyoncraft existera. Peut-être qu'il n'existera pas, mais s'il n'existe pas, ça veut aussi dire qu'on créera plein de trucs rigolos parce qu'on a plein d'idées de plein d'événements marrants. Vous voyez que ça m'amuserait de faire ça aussi. Ou pas. J'ai des trucs géniaux, j'ai une conf sur une nuit, j'ai des trucs comme ça, des trucs trop bien. Mais voilà, donc Lyoncraft... je suis pas sûr que Lyoncraft t'empêcherait de faire ça, mais... notamment... pyjama entre devs, ça donne grave envie. Je l'ai mal vendu peut-être. Alors, et si je te dis qu'on a déjà le nom, ça s'appelle Craft in the Dark, et que Punkin Dev est déjà chaud pour faire la bande-son. Ah ouais, là ça change tout. Parce que par rapport à Fear of the Dark de Maiden, voilà. C'était Craft in the... Je ne sais pas si Craft in the Dark se fera, c'est encore moins sûr que Lyoncraft. Mais voilà, si vous pouvez parler de Lyoncraft à vos sociétés, si vous voulez avoir des infos sur Lyoncraft, n'hésitez pas à me pinguer ou à pinguer n'importe quel orga sur notre Discord. Ça peut être très très cool si ça se fait. Et si ça se fait pas, c'est pas grave. On fera d'autres choses. On fait un événement par semaine et on fera des trucs cool. Et voilà, c'était le petit appel. Je me rends pas compte, ça fait pas appel désespéré, hein, parce que c'est pas l'ambiance. Hein. Non, c'est bon. Non. Pour vous donner une idée, globalement, il y a 3 structures qui nous ont globalement tapé dans la main là. Il en faudrait 2 de plus à 3 000 € pour bien faire. Pour vous. Du coup, on va terminer là. Comme d'hab, on fait un compte rendu, donc il sera fait. Comme d'hab, Arthur fait un compte rendu. Parce qu'Arthur ne pouvait pas venir, mais par contre il a dit qu'il allait revoir la vidéo et faire un compte rendu, alors là on voit Dame aussi. Hein. C'est de la négation à ce niveau-là. Voilà, et sinon vous pouvez rejoindre sur Discord avec discussion informelle si vous avez le temps. Donc après, je sais pas qui restera, mais voilà. Et si on a une annonce aussi, c'est la première fois où on voit tout le monde depuis que ça s'est fait. Nous ne sommes plus 7 orgas actifs, mais 8. Peut-être on peut l'annoncer. Puisque Virginie, qui est une habituée, a rejoint l'orga. Donc bienvenue à Virginie dans l'orga des crafters actifs. Ça c'est cool. Parce que plus on est, moins on a de trucs à faire. Déjà, et puis, on peut faire des délires. Bon, après, donc il faut trouver un juste milieu après. Et déjà qu'on n'a pas grand chose à faire.
Et voilà, et si vous voulez nous rejoindre sur Discord, moi je peux rester un tout petit peu si vous voulez venir blaguer sur le Discord là tout de suite, c'est avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Bonne Très bonne soirée, à soirée. bientôt.